abonnez-vous. C'est de faire une écharpe, mais on dirait une serpillière. OK. Bonsoir tout le monde, bonsoir Lucie, bonsoir le chat. Bonsoir. On avait commencé un petit peu à papoter dans le chat pendant le temps d'attente. Ce soir, je reçois Lucie Delaporte. On va parler de crise du logement à Marseille et d'un procès un peu exceptionnel puisqu'il concerne 4 multipropriétaires qui sont assez révélateurs des problèmes en ce moment avec les locations illégales à Marseille et bon, partout en France, mais spécifiquement à Marseille. Est-ce que vous nous voyez bien ? N'est-ce pas, quelle qualité d'image? Ben Affleck, donc c'est notre collègue Alex qui a changé les réglages parce qu'on a eu plusieurs reproches comme quoi on était flou. Et j'ai l'impression que ce soir, nous sommes vraiment très nets. Voilà. Déjà, pour les personnes qui viendraient pour la première fois ce soir, abonnez-vous, c'est l'émission qui vous montre les coulisses de Mediapart en invitant des collègues qui fabriquent tous les jours le journal, journalistes ou non journalistes, c'est tous les lundis à 18h. Tous les vendredis, de 10h à midi, vous retrouvez Host Politique pour sa matinale, où là, par contre, il invite des journalistes, mais également des influenceurs et influenceuses. C'est une vue plus large sur Internet. Merci Baritono67 qui nous voit et qui nous entend. C'est exactement ce qu'on voulait lire ce soir. Donc ce soir, n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est pour ça que Abonnez-vous existe, des questions, des témoignages, des remarques, je les lirai au fil de l'eau. Par contre, pour participer, il y a quelques règles assez simples à respecter. Pas de messages tout en majuscules, ils sont supprimés automatiquement et pour le reste, c'est moi qui les supprime. Pas d'injures, pas de messages sexistes, homophobes, racistes. Vous connaissez la chanson. Il n'y a pas d'avertissement. Un message qui rentre dans ces catégories, c'est suppression du message et c'est ban. Et après, pas de tribunal des bannis, c'est ban, ban, ban. Donc, je vous en prie, posez des questions, des témoignages en respectant ces règles. Si vous voulez utiliser nos emotes, vous avez peut-être vu déjà dans le chat, il y a un petit Edoui, il y a un Antoine qui fait coucou, mais il y a aussi Hélène Salvi qui rigole. Il y a Valentine Auberti en fou rire. Donc, alors, pour avoir accès à toutes ces emotes Mediapart, il faut utiliser l'extension BetterTTV. C'est une extension gratuite. Voilà, vous avez toutes les infos dans le chat. Vous dire que nous sommes un média indépendant qui ne vit que des abonnements. Et pour ça... Alors attendez, j'ai bien sûr le son qui va avec. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Seuls nos lecteurs et nos lectrices peuvent nous acheter. Donc si vous voulez nous soutenir, et qu'est-ce qu'il faut faire bien sûr? Il faut vous... Lucie, c'était un test. Vous abonner. Il faut s'abonner, bien sûr. Abonnez-vous. 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 Voilà. Je vais me ressaisir. C'était le test pour voir si tu suis. Donc, si vous voulez vous abonner, on a une offre spéciale Twitch. C'est 1 mois gratuit, 1 mois de découverte, sans engagement et sans avoir besoin de mettre un moyen de paiement. Par contre, si vous avez déjà envie de mettre un peu de sous pour lire Mediapart, en ce moment, on a des offres spéciales. Je vous mets aussi les liens dans le chat. Les abocados, comme on dit chez nous, les abonnements cadeaux. 3 mois pour 25 €, 1 an pour 90 € et 6 mois pour 50 €. Voilà, je vous ai tout dit. Merci pour vos messages dans le chat. Tout à fait, Terence, pour l'instant, il n'y a que 2 emotes qui sont accessibles directement dans le chat Twitch. C'est pour ça que je vous conseille BetterTTV, parce qu'en tout et pour tout, il n'y en aura que 5 via Twitch. C'est peu. Si vous avez envie d'emotes, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de les faire. Voilà, donc pour le sujet de ce soir... Lucie, donc tu es journaliste à Mediapart, tu fais partie du pôle écologie et la semaine du 24 novembre, donc c'est quoi, il y a 15 jours maintenant, tu étais à Marseille pour assister à un procès, le procès de 4 multipropriétaires qui sont accusés d'exploiter des locations Airbnb totalement illégales. Pour les personnes dans le chat qui viennent du Sud et spécifiquement de Marseille, vous savez, on sait tous et toutes qu'il y a un vrai problème de logement quand on est Marseillais, Marseillaise pour louer ou acheter. Donc avec toi ce soir, on va voir en quoi cette affaire elle est révélatrice de cette crise de logement et quelles étaient les dérives qui ont été mises en place par ces propriétaires peu scrupuleux pour se faire un maximum d'argent dans l'illégalité. Donc si ça te va, est-ce que tu peux déjà te présenter, un peu nous parler de toi, depuis que tu travailles à Mediapart, ton pôle? Ok, je travaille à Mediapart depuis longtemps, depuis 14 ans. Donc je me suis d'abord intéressée aux questions d'éducation, d'enseignement supérieur pendant quelques années.
Et ensuite, je suis passée au service politique où j'ai suivi la droite et ensuite l'extrême droite. Voilà, pendant aussi quelques années. Et j'ai souhaité, c'était un poste qui n'existait pas, j'ai souhaité créer, enfin être sur ce poste logement parce que j'étais convaincue que c'est vraiment une question cruciale pour les gens. Qui est trop peu prise en charge par la classe politique, alors que, on le sait, c'est le premier poste de dépense des Français, qu'au-delà du coût, il y a vraiment des questions de qualité de vie qui se posent derrière, de problèmes de mobilité, des problèmes pour les foyers qui décohabitent. Enfin, c'est vraiment sans doute la politique publique, à la fois, je trouve, la plus désertée par la classe politique et celle qui aura le plus d'impact sur nos vies, en fait, sur les vies. Donc voilà, moi j'avais envie de raconter ça. Je trouve que cette question du logement, mais aussi de la manière, c'est pour ça que j'ai finalement rejoint le pôle écologie, c'est aussi la manière dont nos villes, parce qu'on habite de plus en plus en ville, vont s'adapter au changement climatique, comment on va vivre dans ce monde qui se réchauffe et nos habitats qui ne sont pas du tout préparés. Voilà, je trouve que ça posait pas mal de questions de fait liées à l'écologie aussi. Voilà. Donc, je ne fais pas que le logement, mais le logement fait aussi partie des questions écologiques finalement. Je vais vous envoyer le profil de Lucie sur le site, comme ça vous avez accès à directement tous les articles qu'elle a écrits par ordre chronologique. Merci Mamalaya qui dit oui, on a un vrai problème de logement ici à Marseille. Bienvenue les Marseillais, les Marseillaises dans le chat. Et Satrap Mandragora a cru qu'il y avait une création de poste sur Marseille. Non, pas Non. encore. Encore. Non, et puis peut-être on en reparlera, mais par ailleurs à Marseille, il y a nos partenaires Mars Actu qui font un excellent travail de manière générale sur la ville et sur cette question du mal logement de toute façon depuis des années. Donc voilà. Je suis venue un peu renforcer la couverture, mais globalement, c'est vrai qu'eux font déjà un travail assez exceptionnel là-dessus. Je vous mets dans le lien à chaque fois, bien sûr, dans le chat, pardon, les liens à chaque fois dont Lucie parle. Donc là, Mars Actu, si vous voulez aller consulter et bien sûr vous abonner. Est-ce que tu veux bien nous faire déjà l'état des lieux peut-être de Airbnb en France? Tu avais Oui, préparé des chiffres. alors quelques chiffres. Bah non, mais Airbnb, c'est vrai que ça, aujourd'hui, il y a 1 million de Français qui ont recours, enfin qui font du Airbnb en fait. Donc c'est devenu, ça s'est totalement massifié. Airbnb, c'est le deuxième marché, enfin la France est le deuxième marché pour Airbnb au niveau mondial, c'est-à-dire juste après les États-Unis. C'est la France qui représente leur plus gros chiffre d'affaires. Ouais, c'est intéressant. Alors c'est intéressant. Bon, on sait que la France est un pays touristique, voilà, mais c'est pas que ça. On pourra peut-être en parler dans la discussion, mais la France a créé vraiment un écosystème extrêmement favorable aux locations de courte durée. Un écosystème notamment fiscal, légal. Voilà, ça a été un peu le Far West. Et donc, ce type de location a explosé. Et on en parlera dans le cadre du procès marseillais. Mais en fait, on est sorti vraiment du concept initial, ou en tout cas du concept marketing initial qui était je loue soit mon canapé, soit mon appart quand je suis en vacances. Là, on est vraiment passé à une professionnalisation en fait de ce marché, une industrialisation avec voilà, des immeubles entiers qui sont dévolus à ces locations. Donc c'est ça, c'est ce phénomène-là qui a participé en grande partie à la crise du logement dans les métropoles, dans les zones touristiques. Voilà, donc c'est vrai qu'Airbnb en France, c'est un sujet majeur, alors qu'on voit que certains pays européens ont mis le holà très très tôt, donc ils n'ont pas eu autant. Bon, sans doute l'Espagne, on sait bien, Barcelone a été très très touchée, mais eux aussi, ils ont essayé de légiférer rapidement. Mais voilà, la France, c'est vraiment l'Eldorado Airbnb, quoi. Voilà. Et on a un témoignage de Satrap qui est à Marseille et qui dit le logement c'est compliqué après 2020, partant de la centralité française pour venir gonfler artificiellement les loyers et les prix.
Et une question de Terence, quelle influence exerce Airbnb sur le monde politique? Est-ce qu'il y a des lobbyistes? Est-ce qu'il y a des dépenses de lobby? Est-ce qu'on sait si Airbnb ferme volontairement les yeux sur les annonces et les pratiques illégales? Ouh là, alors plein de Ouais, questions, beaucoup de questions, ça plein de commence fort. questions, ça commence fort, mais c'est le cœur du sujet. Alors le lobbying, il est très intense. Bon, moi, j'avais raconté, effectivement comment, Airbnb avait, débauché un ancien du cabinet d'Elisabeth Borne pour faire ses relations publiques. Donc relations publiques, ça veut dire, lobbying. Et 2 ans après, 1 an après, ils ont, débauché, enfin, c'est plutôt un aller-retour, en fait, entre l'assistant parlementaire, du monsieur à LR, Jolivet, qui s'occupe des questions de logement et qui était au cœur de la commission logement à l'Assemblée nationale. Et il se trouve que lui était lui-même ancien des relations publiques d'Airbnb. Donc on a fait plusieurs enquêtes. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on a fait plusieurs enquêtes sur le lobbying d'Airbnb, que c'est pas fini parce que ça n'en finit pas. Mais oui, en fait, ils ont compris que il y avait de plus en plus une pression pour légiférer, pour revenir notamment sur la niche fiscale Airbnb qui est extrêmement favorable. En clair, aujourd'hui, si vous louez sur Airbnb, certains, justement les professionnels, peuvent exonérer à 100% de leur location. En fait, c'est 71%, mais après, si on arrive à montrer qu'on a des frais, etc., on peut aller jusqu'à 100% de défiscalisation. Donc, c'était vraiment la location la plus attractive, celle qui offrait le meilleur rendement, hein, pour dire les choses clairement. Donc il y a eu, on en reparlera plus tard, mais peut-être, mais il y a eu donc une envie de légiférer, d'ailleurs transpartisane, hein. C'est vrai que c'est parti d'un élu du PS du Pays Basque qui était très très touché, Iñaki Etxeniz, mais qui a été rejoint par Anaïg Lemer de Renaissance, mais parce que c'est des gens qui ont un ancrage local et il y a certaines villes qui, voilà, qui en fait toutes couleurs confondues, voyaient à quel point ces locations détruisaient l'offre locative et donc vidaient les quartiers de leurs habitants. Il n'y avait plus de commerce, plus d'écoles. Donc il y a eu ce projet de légiférer pour un peu encadrer la pratique. Et c'est là qu'on a vu un lobbying très 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 puissant d'Airbnb, puisque le texte a mis 2 ans finalement à être adopté. Il y a eu des coups de théâtre. Enfin, c'est toute une histoire très très longue, mais on voit que voilà, ça a été. Airbnb a été partenaire des Jeux Olympiques, donc évidemment. À Marseille, ça compte d'ailleurs, Mmh. mais à Paris aussi, il y avait la perspective, voilà, de toucher la taxe d'habitation parce qu'il y a une taxe de séjour, je dis n'importe quoi, quand il y a des locations touristiques. Donc, on voit bien qu'il y a eu des grosses pressions politiques pour traîner, pour légiférer le plus tard possible, et en tout cas sûrement pas avant les JO. Et de fait, C'est ce qui s'est la loi, passé. voilà, c'est ce qui s'est passé, et rien n'a été fait avant les JO parce que voilà, il fallait accueillir. Voilà. Je pense que ça répond à ta question, Terence. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu un plan large sur la France, parlons de Marseille. Est-ce que tu peux nous faire un rappel sur la réglementation qui était en vigueur à Marseille concernant les locations pendant Gaudin, Ouais. pardon, et après Gaudin? Oui. Alors, c'est vrai que avant l'arrivée du printemps marseillais, il y avait Gaudin a vraiment ouvert les vannes toutes grandes, toutes grandes, à Airbnb, puisqu'il était possible de mettre en location de courte durée, saisonnière. Je précise ça parce qu'en en fait, il n'y a pas que Airbnb. C'est vrai qu'Airbnb a été majoritaire, reste ultra majoritaire, mais de plus en plus, on va y venir. Comme ils sont contraints de collaborer sur leurs données, etc., il y a aussi tout un tas de plateformes, Booking, etc., qui ont pris le relais et qui finalement jouent peut-être encore moins le jeu de la transparence. Donc tout ça pour dire que sous Gaudin, on pouvait mettre en location courte durée 5 résidences secondaires pour une durée de 6 ans, renouvelable. C'est-à-dire que voilà, on pouvait louer pendant 12 ans 5 résidences secondaires. Ça, c'était le cadre
légal, le cadre posé par la municipalité. Euh, Ce qu'il faut aussi dire, puisque on reparlera de nos 4 filous là, qui ont été jugés. Alors en fait, c'était la semaine dernière, hein, c'était que lundi. Oui, c'était la semaine dernière, lundi dernier. L'autre point important, c'est qu'il y a très peu de contrôle. Et ça se savait. Il y avait d'ailleurs eu des articles qui ont été faits là-dessus, des échanges entre hôtes et Airbnb qui disaient non mais bon, il y a le cadre et il y a la pratique. Et de fait, la ville ne s'était pas dotée d'instruments de contrôle, ce qui fait que de toute façon, au-delà de ce cadre extrêmement généreux, il y a eu beaucoup d'abus immédiatement, c'est-à-dire des gens qui de toute façon n'ont même pas déclaré, parce qu'il fallait quand même déclarer en mairie. Bon, beaucoup de gens qui n'ont pas déclaré et qui ont mis en location leurs biens, et c'est là que voilà, l'industrialisation a commencé. Ensuite, quand le printemps marseillais arrive... L'hôtel de ville, il commence à faire un premier tour de vis en 2021. Il restreignent à une seule location, une seule résidence secondaire, mais ça restait encore extrêmement favorable, puisque la résidence secondaire, elle pouvait être mise en location 365 jours par an. Donc on voyait bien un peu le bénéfice, voilà, voilà. Et là, avec la loi Etchaniz-Lemer, là, dont on vient de parler, là, vraiment, Marseille, pour le coup, a adopté la réglementation la plus stricte. Enfin, elle s'est alignée, notamment sur ce qui se fait maintenant à Paris, à Lyon, et donc a restreint à la plus courte durée, c'est-à-dire 90 jours, et uniquement pour sa résidence principale. Donc voilà, et pour le coup, les autorisations, je crois que c'est 5 ans et ce ne sera pas renouvelable, c'est 4 ans. Là, j'ai un petit doute. Ce ne sera pas renouvelable. Enfin, voilà, pas de renouvellement C'est possible. 4 ans non renouvelables, oui, c'est ça. Non renouvelable, voilà. Donc, aujourd'hui, pour dire les choses clairement sur Marseille, on a 12 000 annonces, 12 800 annonces Airbnb, et on sait que la moitié sont illégales. Donc, ce stock, un peu de ces 6 000 illégales, et le procès était notamment là pour faire un petit coucou à ces propriétaires dans l'illégalité, elle devrait se résorber, mais ça va prendre sans doute 2-3 ans. Voilà. Et est-ce qu'on sait pourquoi ça a autant traîné? Bon, tu avais parlé bien sûr des JO, et à Satrape dans le chat qui dit oui, Payan a mis genre 5 ans avant de bouger. Une fois que Noailles a été racheté à petit prix pour évacuer les habitants et les remplacer, c'est une catastrophe. Et en gros, il accuse le Payan de bouger la veille des municipales. Oui, alors c'est ce que j'ai entendu effectivement chez beaucoup de collectifs d'habitants. C'est vrai qu'il y a une incompréhension sur le décalage en fait. Entre les restrictions qui ont été adoptées à Marseille et celles qui avaient déjà cours en fait à Paris et à Lyon, qui sont des villes comparables, c'est-à-dire des grandes métropoles où il y a un tourisme, en tout cas une mobilité importante. Et c'est vrai que Paris et Lyon avaient déjà adopté des mesures très très strictes que Marseille aurait pu adopter bien plus tôt. Donc ce que dit la municipalité là-dessus, c'est que ils ont quand même déjà restreint beaucoup en 2021, puisqu'on est passé de 5 résidences secondaires à 1. Que par ailleurs il fallait instruire. Ils ont créé une brigade qui n'existait pas, donc la police du logement. Alors ça reste artisanal, hein, c'est-à-dire que c'est une dizaine Il y a de combien de personnes, personnes? Oui, ok. voilà, une petite dizaine de personnes qui sont chargées d'aller vérifier annonce par annonce. Et c'est très laborieux. Moi, j'avais fait un reportage sur la police du logement de Lyon. C'est pareil, c'est une dizaine de personnes, et voilà, ils ont peu de moyens. Mais ça, petit à petit, quand même, ça envoie un signal que on peut pas faire complètement n'importe quoi. Voilà. Donc, pour revenir un peu au retard à l'allumage de Marseille, c'est indéniable que, notamment, on a ce chiffre, c'est-à-dire que entre l'arrivée au pouvoir de la gauche et là, la fin du mandat, l'offre Airbnb, location saisonnière, plateforme, a bondi de 60%. Donc ça, c'est quand même un échec indéniable. Voilà. Donc c'est sûr que là,
tenait aussi effectivement à ce que ce procès soit un signal, s'inscrive, bien sûr, dans cette campagne municipale. On n'est pas dupes, mais c'est évident que le phénomène, s'est gravement, gravement, aggravé ces dernières années, ouais. Ouais. On a une question de Romain Dahl, pardon. On pourrait s'inspirer de la loi LL18 mise en place à New York, où ça ne fonctionnerait pas de la même manière. À New York, ils ont réduit drastiquement, tu peux le louer que si le propriétaire est chez lui, pas à plus de 2 personnes, enfin je crois que c'est vraiment la Mmh. fin de la location. Ouais, oui, oui, bah, c'est vrai que New York, elle a je pense, hein, C'est la plus il y a restrictive, maintenant non? Amsterdam la plus restrictive. C'est-à-dire que, bah, en gros, c'est quasiment interdit, en fait, voilà. Eux, ils étaient déjà confrontés à des problèmes de prix du logement, monstrueux. Donc c'est vrai que les mesures ont été prises, assez tôt. Donc de fait, le phénomène est complètement endigué. Donc bien sûr, il y a nous, finalement, si on va sur, là, la loi actuelle, ça permet au moins aux résidences, principales, voilà, les locations d'été et cetera. Ça reste faudra voir, tout l'arsenal budgétaire parce qu'en fait, un des gros, gros piliers, c'est quand même les avantages fiscaux. Donc là, ils sont en partie rognés, mais faut voir, jusqu'où. Parce que en fait, tant qu'il y a un appel d'air fiscal, voilà et relativement peu de contrôle. C'est quand même ça qu'il Oui. faut dire et ça, moi, j'y suis confrontée de toute façon sur la question du logement. On a beau avoir des lois, très bien faites, on a en France un droit au logement opposable qui depuis des années, qui ferait que théoriquement, on devrait offrir un logement à toute personne, qui est dans le besoin. Bon, entre la loi et la réalité, il y a un gouffre et donc tant qu'il y a pas des sanctions importantes, tant qu'il y a pas des contrôles importants, je pense que ce phénomène, effectivement, n'est pas prêt de s'éteindre rapidement. Donc oui, oui, New York, effectivement, ça aurait pu être un modèle. C'est pas celui qui a été retenu, parce qu'il y a quand même il y a aussi comment dire? Il y a aussi, l'idée que c'est un complément, pour certaines familles, un complément de revenus. Enfin voilà, il y a eu tous ces arguments qui ont circulé et auxquels, les maires sont aussi sensibles, hein, parce que bon, c'est quand même beaucoup les maires qui ont la main sur la réglementation. Hem, voilà. Mmh. Et puis il y a les conséquences donc de cette explosion de logements, saisonniers, à courte durée. On a une question qui va dans ce sens de Merling 700. Bonsoir, que pensez-vous de la gentrification à Marseille? Certains Oui, quartiers, alors ça fait partie des enfin c'est Airbnb, ces locations ont participé de la gentrification, c'est évident parce que, bah, ce qu'il faut dire, c'est que ce phénomène par, justement sa massification, l'industrialisation, a participé à la financiarisation de toute façon du secteur, immobilier, des logements. Donc ça a fait, exploser les prix, voilà. Donc c'est sûr que, aujourd'hui, se loger dans certains quartiers qui étaient avant des quartiers, populaires du centre-ville, ça devient, inaccessible à beaucoup de familles. On voit bien que, voilà, ce qu'on a connu à Paris, à Lyon, c'est-à-dire des centres-villes qui se vident des familles, avec notamment des fermetures d'écoles, derrière. C'est-à-dire qu'il y a plus voilà, il y a plus des jeunes qui peuvent, et bon, alors évidemment, l'accès à la propriété devient, ouais. très, très, très difficile. Après, il y a d'autres facteurs de la gentrification à Marseille. C'est que c'est vrai qu'il y a eu, bon, une politique qui a été aussi initiée par Gaudin, c'est-à-dire, notamment après le traumatisme des effondrements, de la rue d'Aubagne, avec cette idée qu'il y avait un centre-ville vétuste, insalubre et que finalement, c'était peut-être pas mal de faire venir des investisseurs, fussent-ils, parisiens, bordelais, on va y venir, mais qui pouvaient racheter des immeubles, et les remettre en état, et les louer. Simplement, ce qui n'avait pas été anticipé, c'est que ça fait
explosé les prix et que par ailleurs, les logements n'ont pas été offerts à la location aux Marseillais, mais beaucoup tournés vers le tourisme. Donc Ouais. ça a été un mauvais calcul, mais c'est sûr qu'il y a eu, bien sûr, ils ont fait, enfin, je sais plus si c'était ça la question, mais la gentrification, oui, elle découle un peu de côté bienvenue aux investisseurs, Marseille, ville de culture, ville de tourisme, etc. Enfin, c'était voilà, et c'est vrai que le Covid a été aussi une période de grosse rupture. On a vu beaucoup de Parisiens investir à ce moment-là Marseille, donc ils ont participé à la gentrification. Pas que des Parisiens d'ailleurs, hein, aussi, ça peut être des Lyonnais, enfin voilà, des gens qui avaient envie d'avoir un pied-à-terre dans un endroit qui restait plus accessible. Voilà. Une question de Fanfoine-Illois. Le parc locatif marseillais subit-il une concentration de ses propriétaires ou est-ce que la commune est propriétaire de nombreux logements? Alors, pardon. Est-ce que le parc locatif Oui. marseillais subit-il une concentration de Ah. ses propriétaires ou est-ce que la commune de Marseille est propriétaire de nombreux logements? Alors, pour la concentration du parc, j'ai pas les chiffres spécifiques à Marseille. Ce qui est sûr, c'est que c'est la tendance en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, je veux pas me tromper, mais est-ce que aujourd'hui, oui, c'est ça. Alors, non, ça, c'était les chiffres sur Paris, mais je pense qu'on retrouve le même phénomène de concentration. Dans une métropole comme Marseille, c'est 50% des logements mis en location appartiennent à 3% des multipropriétaires. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. Je vous renvoie aux articles de Romaric Gaudin sur la concentration de l'héritage, le fait que l'héritage n'est pas, n'est pas taxé, etc. C'est qu'on a de fait eu un accroissement des inégalités matérialisées par la multipropriété de certains et de fait, des gens qui avaient, à l'inverse, beaucoup de mal à alors accéder à la propriété, n'en parlons même pas, mais parfois simplement juste payer leur loyer. Donc c'est vrai que non, ce phénomène de concentration de la propriété, il est il est spectaculaire et il est dans toute la France. Donc voilà, j'ai pas les chiffres de Marseille, mais c'est sûr. Sur la propriété des logements, Que la de ville, la oui, qui... ville, non, alors enfin, la ville doit avoir un petit parc, mais c'est pas la question. C'est, j'imagine, plutôt derrière le logement social. Et ça, Marseille, ça, la ville n'a pas trop envie d'en parler, mais la ville est en énorme déficit par rapport à la loi SRU, qui oblige à avoir 25% de logements sociaux. Je ne sais plus à combien en est Marseille aujourd'hui, mais en tout cas, elle est très, très en retard. Là aussi, c'est une déception un peu par rapport au printemps marseillais. Alors, c'est vrai que à l'heure des charges, il venait de très loin, puisque Gaudin avait vraiment, c'est un euphémisme, freiné, ou en tout cas pas misé sur le logement social. Donc, ils accusent un retard énorme. C'est long de construire des logements. Ils ont eu des... Voilà, c'est sûr que c'est compliqué, mais enfin, ça reste quand même... un peu un échec de ce premier mandat parce que il y a eu finalement un assez faible rattrapage et la ville va encore payer des amendes pour, voilà, pour ne pas respecter la loi SRU, ce qui est quand même un peu gênant pour une ville de gauche. Voilà. Ouais. J'ai trouvé, si tu veux, les chiffres de l'INSEE de 2024 Oui. sur les multipropriétaires à Marseille. Ouais. Dans le centre ancien, plus de 4 logements du parc privé sur 5 sont détenus par des multipropriétaires. Ah ouais. Je vous ai mis, si vous voulez voir toute l'étude, dans le chat. Okay, parfait. Ok. Et ce serait intéressant de jouer Paris parce que... Donc Non, voilà les c'est quartiers où sûr. ça se concentre. Ouais. Thérence, je ne trouve pas l'article dont tu parles. Si tu veux me l'envoyer en DM, n'hésite pas. On a un témoignage de Merling. Pour moi, le constat de la gentrification, c'est d'abord les commerces inaccessibles au niveau du prix. Après, les habitants n'ayant plus les moyens sont obligés de partir. Je parle essentiellement de location. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate quand même à Marseille où les prix ont avec des commerces qu'on verrait plutôt à Paris, je ne sais, le fromage, je sais pas quel, des commerces de bouche où tout coûte super cher. Mm.
Des restaurants, Ouais. hors de prix. Enfin, c'est vrai que oui, oui, il y a toute une économie qui s'est développée, ouais, ouais, très très impressionnante. Je pense à Noailles Oui. effectivement ou, bah, notre collègue, Khadija avait fait un podcast, c'était avant qu'elle Oui. soit, à Mediapart, mais qui est très intéressant sur le quartier, de Noailles et la rue d'Aubagne et effectivement, il y a eu cet hôtel, Mercure qui s'est installé avec, presque un tourisme, tourné vers, hem, comment dire ça gentiment? Oui, une touristification de la misère, en fait, hein, Oui, parce en fait, c'est que ça. voilà, Noailles, ça reste un quartier, populaire, mais avec, des immeubles quand même très délabrés, voilà et c'est assez choquant, de voir les écarts, monstrueux, et un tourisme, voilà, très chic, au milieu de ce quartier où il y a des immeubles qui sont, encore en arrêté de péril, c'est étonnant, quoi. Voilà, c'est assez étonnant. Alors, pour est-ce que pour entrer dans les clous de la loi SRU, il est possible de passer en logements sociaux des logements qui existent déjà? Ou est-ce qu'il faut forcément construire de Est-il zéro les logements, sociaux, Ah bah, non, 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 au contraire, oui, oui, c'est même, heureusement qu'on n'est pas obligé de construire. D'ailleurs, c'est un des grands enjeux, pour, mes questions, logement, écologie. C'est que, en fait, il y a tellement de vacances, dans ces grandes villes. Alors, peut-être moins à Mar alors là, le taux de mar le taux de vacances à Marseille, je le connais pas, mais je suis sûre que Anna, tu vas trouver ça. Mais en tout cas, la vacance, reste un problème, d'ailleurs qui est souvent lié à la financiarisation, hein. Et donc heureusement qu'on n'est pas obligé de construire. Il y a plein de politiques publiques où on peut faire de la préemption d'immeubles, on peut transformer des bureaux. C'est très vrai à Paris parce qu'il y a des kilomètres de bureaux, vides qui ont été vraiment, conçus, c'était des placements financiers, puis ça marche pas, c'est vide depuis des années. Bon, voilà et ça c'est vrai qu'il faudrait des politiques un peu offensives pour les transformer en logements. Heureusement qu'on construit pas à chaque fois parce que sinon vraiment là, il y a des enjeux de bétonisation, absurdes et d'extension des métropoles, contre lesquels il est, je pense, assez important de lutter. Donc non, non, ce serait plutôt effectivement, transformer, préempter, transformer, des bureaux, ou taxer très sévèrement la vacance, ce qui est pas encore le cas. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu as des multipropriétaires, ils se rendent même pas compte qu'ils ont des logements vacances, ça leur coûte rien, et c'est du patrimoine, ils vont le transmettre. De toute ouais, façon, ils perdent pas d'argent. Louer, parfois, moi j'avais vu ça à Paris, ils disent: «Bah, c'est c'est trop fatigant, compliqué, c'est compliqué, est-ce que le locataire va bien me rendre, les locaux dans l'état?» Voilà, donc finalement, c'est parfois des propriétaires assez âgés qui veulent pas s'embêter et voilà et donc c'est un gros souci. Mais oui, construire du logement à Marseille, c'est compliqué parce qu'effectivement, il faut l'accès au foncier, ouais, c'est pas simple, mais il y a plein de leviers quand même. Du coup, les chiffres sur les logements actuellement vacants à Marseille, c'est 37 000, pardon, 475 000 logements. Ça représente 8,2 du parc Mmh. immobilier marseillais. C'est un article de Mars Ouais. Actu que je vous ai envoyé, Ouais, voilà. je crois que Paris, c'est 9, donc on est à peu près dans mêmes étiages et c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup quand on 8 on se rend compte de ce que ça veut dire alors qu'il y a, effectivement, les offres locatives se sont effondrées, il y a plus rien à louer. Non alors non seulement c'est très cher, mais Mmh. par ailleurs, il y a plus rien à louer. Donc quand on voit que presque 10 du parc, en fait, est vide et bon, la vacance, enfin, ouais, ouais, alors il y a toujours un petit taux de vacances entre 2 locations, voilà, mais quand c'est sur de la vacance longue durée, c'est vrai que c'est assez choquant quand même, ouais. Oui, puis dans je sais plus lequel de tes articles tu parlais, des chiffres de la baisse de logements en location, Ah oui, oui, bah, on avait ce chiffre disponibles, assez qui est hallucinant. édifiant, ouais, entre 2023 et 2024 à Marseille, les offres, de logements à louer se sont effondrées de 80. Voilà. Voilà, donc là et ça c'est vrai que ça on l'a vu dans plein de villes, c'est-à-dire que particulièrement ces 2-3 dernières années, parce qu'il y avait aussi une crise de l'immobilier, une crise du financement et tout ça, de l'accès au crédit, donc
toute la chaîne du logement s'est bloquée. Donc, bon, c'est pas clairement pas que Airbnb, hein. Mais, voilà, c'est qu'il y avait plus rien à louer. Voilà. Donc, c'était des agences, il y avait 3 annonces qui se battaient en duel. Voilà. Ouais. Oui, Merlin 700 qui nous dit qu'il a mis 3 ans à trouver un logement et pas super en plus. Maintenant, tu comprends pourquoi quand tu vois les chiffres des logements Ouais. disponibles pour qu'il y ait des personnes qui y vivent, quoi. Il y a Daniel himself, 69, qui demande s'il y a des villes où Airbnb bloque automatiquement les annonces qui n'ont pas un numéro d'autorisation validé par la ville. Alors à Marseille, on ne peut pas faire pareil. J'avoue, je ne connais pas cette règle sur. Alors, bloc automatique. Alors, théoriquement, effectivement, je crois qu'Airbnb doit faire le contrôle lui-même en amont, c'est-à-dire, ça, enfin, ici engagé, en tout cas, s'il n'y a pas de numéro d'enregistrement, c'est pas paru. Enfin, ça doit pas paraître. Donc là, ça dépend pas des villes. Simplement, ça a été une bagarre. Et bon, il faut bien noter que c'est vrai que c'était Paris qui avait commencé à engager un peu la bagarre là-dessus, avec l'élu Yann Brossat, qui a essayé plein de recours. C'est qu'il n'y avait pas d'accès aux données pendant longtemps. En fait, il y avait une opacité totale des données. Donc, ils ne savaient même pas combien d'annonces il y avait, pour combien de nuitées, etc. Donc, tout ça, ça a été une bagarre. C'est remonté au européen. Donc, maintenant, il y a un cadre européen. Et effectivement, les plateformes sont tenues à donner leurs chiffres et à faire la transparence et théoriquement, effectivement, respecter ce cadre de numéro d'enregistrement. Voilà. Clair. On a un témoignage de Monsieur Pacoulin. De plus, il faut voir l'état des rues. La taxe foncière augmente, mais les services ne sont pas là. Je ne comprends pas cette inaction. On sait que la taxe foncière est Ah oui. très élevée Ah oui. à Marseille. Ah oui. Et sur l'état des rues à Marseille, ouais, oui, alors ça, bon, je suis moins C'est encore un autre sujet. ouais, je suis moins spécialiste. C'est vrai que là aussi, je pense que la mairie répondra qu'elle revient de loin. C'est sûr que sous Gaudin, il y avait cette question aussi des collusions sur le ramassage des poubelles. Avec toutes les affaires qu'on connaît avec Force ouvrière, il y a plein de scandales qui ont entouré tout ça. Mais voilà, là, je ne m'avancerai pas plus parce que c'est moins mes sujets. Mais oui, ce qui est sûr, c'est qu'on voit le panier, Noailles, etc. On voit cohabiter ce tourisme international, parfois national, avec des rues encore très, très, effectivement, très dégradées, avec des équipements pas terribles, des rats partout. C'est particulier, ouais. Ouais, il y a Daniel himself, je pense que tu n'étais pas là au début de l'émission, parce que tu mets j'entends bien donc les 6 000 annonces sauvages, ça doit pas être compliqué à fermer. Je pense qu'il y a une certaine paresse des services administratifs de la ville. Alors je vais pas prendre leur dépense, mais Lucie expliquait plutôt qu'ils étaient seulement 10 personnes pour faire tous les contrôles. Et Ouais. depuis combien de temps cette unité existe? Pas longtemps. Oui, en fait, c'est ça. C'est plutôt que donc ils ont commencé à structurer la brigade, ce qu'ils appellent la brigade logement, là, à la mairie de Marseille, qui est chargée de vérifier toutes ces annonces. Je crois que ça fait 1 an et demi et ils étaient au début 5, maintenant ils sont 10 personnes. Voilà, ça reste assez artisanal et ils nous le disaient quand on les a rencontrés, parce que j'étais avec Bérénice Gabriel, on a fait un sujet vidéo. Ils nous disaient à quel point c'était très compliqué parce que par ailleurs, les infos sont pas toujours accessibles. Il faut parfois remonter aux offices notariés pour voir s'il y a on le verra chez les propriétaires qui ont été jugés la semaine dernière. Mais bon, ils annoncent qu'ils transforment des bureaux en logements, mais en fait, ça n'a jamais été des bureaux. Mais tout ça prend du temps. En fait, c'est beaucoup de temps. C'est des infos qui sont pas forcément accessibles. Donc voilà. Mais là, oui, c'est sur les 6 000, elle respecte parce qu'il y a quand même maintenant tout un tas de règles à respecter. Elles en respectent soit aucune, soit une des 4. Voilà. Pour qu'on ait la preuve par l'exemple, je vous propose qu'on regarde une partie de ce reportage vidéo dont tu parlais, donc que tu as fait avec Bérénice, que vous avez déjà vu dans Abonnez-vous. Avec la particularité, donc il est assez court, hein, c'est 9 minutes, mais juste pour vous prévenir qu'à partir de 5 minutes, on n'aura plus que le son, parce qu'il y a une personne qui voulait témoigner, mais sous condition que ça reste derrière le paywall Mediapart. Or, si là je vous le diffuse sur Twitch, la condition n'est plus du tout respectée. Donc sur les 5 dernières minutes, ce sera un podcast. C'est parti. Alors, mise en place.
On va prendre nos casques. Mmh. Oui, je pense, OK. hein. Donc comme ça, pendant les 10 minutes, nous, on écoute, on peut aussi vous poser des questions dans le chat, on peut aussi y répondre. On va voilà. Alors, il faut que je sois en vigilance pour pas dépasser sur le timing. Donc là, c'est l'exemple sur le procès auquel a assisté Lucie, le procès de ces 4 multipropriétaires. Il y a pas mal de questions. Oui, c'est vrai qu'on dirait qu'on parle dans l'espace. C'est parti. Alors attention, caméra. Je vais couper le micro. Entre 2023 et 2024, d'après la mairie, les annonces de logements à louer à Marseille ont diminué de 80%. C'est la faute aux locations touristiques de courte durée sur des sites comme Airbnb et autres plateformes. Ce qui est vraiment spécifique pour cet immeuble, c'est l'échelle quasiment industrielle des travaux. Ils ont souhaité quand même transformer un immeuble entier, 4 logements, en 20 à 25 logements. Face à ce problème, la mairie a donc durci le ton. Et elle a même assigné en justice 4 propriétaires d'immeubles qui ne respectent pas les règles. On n'a même pas eu besoin de les choisir, ils sont venus à nous tout seuls. Les 4 propriétaires sont notamment accusés par la mairie d'avoir transformé des logements en meublés touristiques sans autorisation, d'avoir découpé des appartements en plusieurs lots de manière totalement illégale, ou encore d'avoir mis ces mêmes appartements sur des plateformes de location touristique sans autorisation de la ville. On a quand même en face de nous des personnes qui savent parfaitement dans quel système ils sont et qui profitent au maximum du système. Un des immeubles les plus emblématiques de ces propriétaires qui ne respectent pas les règles se situe au 31 rue Barthélemy. Cet immeuble, il a été acheté il y a 2 ans par Mehdi Guenouni. C'est un expert en immobilier parisien qui d'ailleurs intervenait sur France 24 en 2018 pour parler de la réglementation des meublés touristiques. Et à l'époque, la législation, il semblait bien la connaître. Vous ne pouvez pas utiliser votre logement sur Airbnb ou sur d'autres sites de location saisonnière que si c'est votre résidence principale pour un maximum de 120 jours. Naturellement, vous devez déclarer votre logement sur le site de la mairie. Parce qu'il n'aurait pas respecté ces règles, la mairie de Marseille a décidé de le poursuivre. Et c'est un collectif de riverains, dont Christophe fait partie, qui a alerté la ville sur les pratiques de ce propriétaire. Nous, ce qui change dans notre rue, c'est que on n'a pas affaire à un Airbnb traditionnel. Du jour au lendemain, des travaux ont eu lieu et on s'est rendu compte que c'était l'immeuble entier qui était voué à devenir une résidence soi-disant hôtelière, mais en fait une résidence de Airbnb. Donc on a basculé à une échelle quasiment commerciale, industrielle. Et cette résidence, elle a même un nom. Elle s'appelle le Barthélemy. Quelque temps après avoir acheté l'immeuble, le propriétaire, Mehdi Guenouni, transforme les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage en 9 lots différents. Et ces 9 petits appartements vont être mis en location sur la plateforme Booking. Mais pour ça, il a besoin d'une autorisation de la mairie. Et c'est là que le collectif s'est rendu compte que rien n'avait été fait dans les règles. Ils ont menti de A à Z. Ils ont déclaré que c'était des bureaux qui étaient transformés en 3 à 4 appartements. Or, ce sont des logements qui vont être transformés en plutôt 4 à 5 logements meublés. Nous nous sommes procuré les déclarations préalables de travaux déposées et signées par M. Guenouni auprès de la mairie de Marseille. Toutes les déclarations concernent une demande de changement de destination de bureau en hébergement hôtelier. Petit problème, dans cet immeuble, il n'y a pas de bureau, mais bien 5 logements, dont 2 étaient occupés au moment de ces demandes. Mehdi Guenouni a donc menti à la mairie pour être sûr d'obtenir une autorisation de la ville. Et en plus, en déclarant ces logements en hébergement hôtelier, cela lui permet de les louer 365 jours par an. Vous prenez plutôt dans le parc existant, soit en bureau, soit en commerce. Et de ce fait, la mairie ne voit pas ça d'un mauvais œil. Mais cela lui permet surtout de contourner la règle d'or imposée par la mairie de Marseille, la règle dite de compensation. C'est-à-dire que tout logement transformé en meublé de tourisme ou en hébergement hôtelier, et donc supprimé du parc locatif, doit être recréé.
Cette règle, non seulement Mehdi Guenouni ne l'a pas respectée, mais en plus il a tenté de faire pression sur les derniers locataires pour leur faire quitter les lieux. Ces pressions, cet habitant du 31 rue Barthélemy dit les avoir vécues et les vivre encore. Il souhaite rester anonyme par peur de représailles. Donc un jour, après les travaux de rénovation, on voit disparaître nos noms qui sont là-dessous, sous ce boîtier. Et à la place, il y a ce boîtier à code. Et pour entrer, maintenant, il faut taper un code qu'on ne peut pas changer, bien sûr, puisqu'on n'a pas le contrôle dessus. Et quand il change, il faut qu'on demande qu'on nous le transmette. On avait des noms sur des sonnettes et puis maintenant, on n'existe plus. C'est le mépris, le refus de communiquer, d'informer. Voilà. C'est une pression pour vous faire partir. Ça a été énoncé au départ en disant c'est mieux si vous partez, vous vous rendez compte que votre loyer ne correspond plus à la réalité du marché, ce qui est quand même une phrase extraordinaire, c'est-à-dire vous ne payez pas assez cher, donc il faut que vous partiez, etc. Mediapart a aussi rencontré Julie. Je passe une seconde en mode... attendez. Attends, rien. Yes, ça marche. Je passe une seconde, comme je vous le disais, en mode... Est-ce qu'on nous entend? C'est une ancienne locataire du 31 rue Barthélemy qui a été forcée de quitter les lieux après 7 ans de colocation. Elle aussi témoigne de 2 ans de pression. Très vite, ça n'a plus été des propositions financières ou des choses comme ça, c'était plutôt tout un tas de pratiques d'intimidation à coup de lettres où à un moment notre chauffe-eau s'est cassé l'été dernier et on nous a fait signer un papier qui était illégal même dans la forme, en fait, c'était un papier volant où en fait les 2 personnes qui étaient sur le bail devaient confirmer le fait de partir à la fin du bail en cours contre la réparation du chauffe-eau. Mehdi Guenouni la met aussi en danger. Alors que Julie alerte sur une fuite au niveau du plafond dans sa chambre, on lui promet des travaux. Et des travaux vont avoir lieu dans les combles juste au-dessus de sa chambre. Mais pas pour réparer la fuite. D'après ces images, les combles sont en cours d'aménagement. Selon l'avocat de la mairie, ces travaux sont totalement illégaux car non déclarés. Et selon Julie, ils sont responsables de l'effondrement de son plafond au petit matin. Je dormais tranquillement lorsque j'ai entendu un gros bruit et là un bout du plafond est tombé sur le pied de mon lit. Surprise par ce premier morceau de plâtre qui tombe juste à côté de son lit, elle a le réflexe de sortir son téléphone et de filmer la scène. Mais ça, t'en veux au proprio maintenant, hein. À l'endroit où c'est tombé, quand j'ai vu le bout de plafond tomber, j'ai vu la fissure arriver jusqu'à ma tête. Et là, j'ai sauté de mon lit. On a quand même eu le temps de prendre une vidéo d'un bout de plafond qui tombait, donc c'est quand même pas mal tombé. 1 an après l'épisode du plafond, et alors même que Mehdi Guenouni est déjà sous le coup d'une procédure de la mairie pour non-respect de la réglementation, qu'il est convoqué pour un procès et qu'il encourt une amende de près d'1 million d'euros, le propriétaire continue ses travaux illégaux. Et cette fois, il décide d'abattre toutes les cloisons de l'appartement du 3e étage, situé juste en dessous de la colocation de Julie. Donc là, c'était quand même un peu étonnant, voire un peu sidérant, parce que je me disais, en fait, c'est quand même, ils ont un procès dans une semaine, de reproduire exactement la chose pour laquelle ils sont en procès une semaine avant le procès, c'est quand même étonnant. Donc on n'y croyait pas trop, mais ça avait lieu. Mehdi Guenouni continue ses travaux pendant 4 jours. Sauf que les cloisons qu'il a abattues sont devenues porteuses avec le temps. Et cette fois-ci, c'est tout l'appartement de Julie qui menace de s'effondrer. Là, ça a été 3 jours de travaux où on a compris qu'ils étaient en train de défoncer toutes les cloisons, de mettre tout à plat pour faire en fait la même chose qu'ils avaient fait au rez-de-chaussée au 1er étage. Et en fait, voilà, 3 jours ou 4 jours de travaux plus tard, des fissures qui sont apparues d'un coup, qui étaient à l'horizontale sur la totalité de certains murs. Il y en avait une où on voyait à travers. Il y a des portes où les cadres de portes et les portes étaient bien éloignés. Et donc là, on a appelé le péril et il y a eu le délogement d'urgence. Julie et ses colocataires n'ont eu que quelques heures pour quitter les lieux avec un maximum d'affaires. Le service de péril de la mairie a décrété un arrêt de mise en sécurité concernant les appartements du 3e et 4e étage, avec un risque imminent d'effondrement partiel et de chute de matériaux. Le procès
aura lieu le 24 novembre. J'attends de ce procès bah, que ce propriétaire, mais que les autres aussi, hein, qui ont participé à ruiner des villes et des gens, en fait, que ces personnes payent. En tant que voisin, on aimerait bien savoir ce qui va devenir de cet immeuble. On espère, même si c'est un peu l'histoire, qu'il y a à nouveau une création de vrais logements dignes de ce nom, à savoir des logements avec des baux traditionnels, qui reconstituent des logements familiaux, parce que c'est ça dont les Marseillais ont besoin. Contacté, Mehdi Guenouni n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il sera sur le banc des prévenus ce lundi 24 novembre. À ses côtés, un plombier, un ancien juge du tribunal de commerce de Marseille et un chirurgien esthétique de Périgueux. Ils risquent tous jusqu'à 1 million d'euros d'amende et sont présumés innocents. Alors, je vais enlever une seconde, je repasse ça comme ça, juste pour Mediapart. sélectionner l'extrait où on voit le Clochement. plafond qui Mais cela lui permet qui surtout tombe. J'ai noté ça par terre et sans dévoiler bien sûr l'identité de la personne qui voulait rester anonyme. C'était au bout de 6 minutes 36. C'est juste là, encore un tout petit peu. Comme ça, je vous mets pile le bon extrait. Donc là, c'est le témoignage donc, de Julie qui explique qu'il y a son plafond qui tombe sur son lit pendant qu'elle dort. elle a le réflexe de sortir son téléphone et de filmer la scène. Mais ça, t'en veux au proprio maintenant, hein. Voilà, donc vous voyez quand même la violence des images. C'était important quand même qu'on vous les montre. Alors, on peut enlever les casques. Donc on a eu pas mal, j'ai vu de messages pendant la vidéo et des témoignages, notamment de gens d'en bas. J'ai une copine dont le plafond s'est effondré également il y a quelques semaines à Marseille. Elle squatte chez des amis et en attendant zéro contact avec le proprio. Et Kitty, ma chérie, qui n'est pas de nationalité française, s'est fait tellement arnaquer pour son logement. Elle s'est aperçue qu'elle payait au moins 20% de plus que les autres locataires. Son logement était insalubre et c'est presque ce qui lui a sauvé la vie. Sa chaudière avait une fuite de gaz et de gaz carbonique. Elle ne s'en était pas aperçue à cause de l'isolement qui était plus que catastrophique. Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent pour des étudiants étrangers qui a des arnaques comme ça? Désolée pour le pavé. Excuse pas. J'ai pas travaillé moi spécifiquement sur ça, mais ce qui est sûr, c'est que oui, tout ce qui est un peu marchand de sommeil, de toute façon, c'est ça le système, c'est de louer à des personnes vulnérables, quelle que soit leur vulnérabilité. Ça peut être soit qu'elles connaissent pas bien le droit parce qu'elles sont étrangères, soit qu'elles sont sans papier. Voilà, donc c'est sûr que c'est les cibles privilégiées de ce type de propriétaires. Donc là, sur cette enquête, on voulait un peu vous détailler comment ces multipropriétaires opèrent pour maximiser leurs profits illégalement. Du coup, est-ce que tu peux nous détailler un peu ces techniques? Donc on voit, ils divisent des grands appartements. Ouais, alors c'est ce qu'on disait un peu au tout début, c'est-à-dire que là, la plupart, pas tous, hein, mais en tout cas, au moins 2 sur 4, ils achètent des immeubles, hein, c'est ça le plan. On achète l'immeuble entier, pas cher, parce qu'il est situé dans un endroit où les logements sont pas... un peu dans le centre-ville. Ça, c'est le bon plan financier, c'est que du coup, on peut dire très bonne localisation, le bâti est un peu vétuste. Bon, celui de la rue Barthélemy était plutôt correct, en fait. Là, c'est vraiment Avant les travaux. Avant les travaux, voilà. Et donc, le but, c'est effectivement de transformer des logements familiaux en toutes petites cages à lapins, hein, de vraiment quelques mètres carrés. Là, rue Barthélemy, il y avait 6 appartements. Le plan, c'était de les transformer en 25 locations touristiques.
Donc, on déstructure, en fait, on s'attaque à la structure du bâtiment et c'est là que ça devient dangereux parce que comme en plus c'est fait dans l'illégalité totale, Il n'y a donc aucune autorisation pour ces travaux, en fait. des fausses autorisations, voilà, c'est ça, ouais, ouais. Et ça, on a retrouvé un peu le même cas, Rutière, pas très loin. Donc, ce propriétaire qui a parlé à le chirurgien, là, lui, bordelais, chirurgien à Périgueux, qui a parlé à complément d'enquête, qui s'est rendu un Alors peu ça, si tu célèbre. peux nous expliquer, parce que je Ah suis pas oui. sûre que tout le monde soit au Oui. courant de cette... Complément d'enquête avait fait un très bon sujet il y a un peu plus d'un an, je crois, un an, sur le phénomène Airbnb à Marseille et avait recueilli le témoignage de ce monsieur qui s'appelle donc Vincent Chalier. On donne son nom parce que il a répondu face caméra et que les collectifs d'habitants se sont saisis de son cas parce que lui, il a donc racheté un immeuble rue Thiers. Il a fait pareil que la rue Barthélemy, il l'a transformé en tout petit lot, tout ça étant parfaitement illégal, avec des travaux extrêmement mal faits. Et dans le reportage de complément d'enquête, il dit face caméra « Ah oui, je suis dans l'illégalité la plus totale, évidemment, mais c'est Marseille bébé ». Ici, on fait comme ça, on se débrouille, c'est le système D. Bon, voilà. Donc, il reconnaissait, est-ce que c'est vrai que c'est précieux d'avoir ça parce qu'il y a évidemment, c'est pas facile d'identifier comme ça ces propriétaires qui sont vraiment que là pour des stratégies financières et qui assument d'être dans l'illégalité la plus totale. De là, le dire à la télé, c'est incroyable quand même. Oui, alors je ne sais pas très bien. Il a manqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas les coulisses de pourquoi il a accepté. Je pense qu'il y a une forme de toute-puissance et de sentiment d'impunité aussi. Ça que la mairie nous a raconté. C'est-à-dire que comme il y a eu très peu de contrôle pendant des années, d'ailleurs je l'ai entendu au procès aussi, c'est-à-dire c'était un des avocats qui disait c'est comme si sur l'autoroute il n'y avait pas eu de gendarmes, pas de radar, rien du tout, aucun contrôle et puis du jour au lendemain, on vous arrête, on vous demande 1 million d'euros. Donc c'est vrai que pendant des années des gens ont fait énormément d'argent, se sentaient en toute puissance, voilà. Donc ce monsieur avait l'air assez fier de son business, hein. Voilà. Ça a été un des 4 prévenus. Alors on dit pas prévenu parce que c'est la justice civile, donc c'est plutôt un contrevenant qui a été jugé lundi dernier. On n'a pas encore le résultat, hein. Le jugement sera rendu le 2 février. Mais c'est vrai que son cas a été longuement exposé parce qu'il paraît un peu exemplaire de ce qui se fait de pire sur le marché de l'immobilier marseillais. Ouais. Et donc, ces locations qui perdurent, même dans des immeubles classés en péril. Oui, alors ça, il y avait... Après la rue d'Aubagne, on pourrait se dire que ça serait impossible. Tout à fait. D'ailleurs, on en parlera, mais c'est vrai que le livre de Victor Collet, le sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle Du taudis à Airbnb et aux éditions Les Arènes, je crois, est très précieux là-dessus parce qu'il revient justement sur cette chronologie où à la fois la rue d'Aubagne a été un moment de saisissement général, même au niveau national, sur... le mal logement, les conséquences dramatiques, puisque là, il y avait vraiment, je crois, 8 personnes qui sont mortes, ensevelies dans leur immeuble. Donc voilà, le mal logement, ça tue. Alors, on sait que ça tue. Hein. Ça tue parfois à long terme parce que c'est des maladies chroniques qui sont contractées. C'est aussi des vies heurtées. Enfin bon, voilà. Mais là, ça a tué radicalement. Donc, la rue d'Aubagne, ça a été un moment où tout d'un coup, on a entendu beaucoup de discours politiques, on va s'emparer du mal logement, plus rien ne sera possible. Il y a eu un grand plan à Marseille sur le centre-ville pour réhabiliter le centre-ville. Et en même temps, ça a été un appel d'air, on le disait, pour les investisseurs parfois les moins scrupuleux. Et donc, tous ces gens d'ailleurs qui ont été jugés, j'ai pas l'historique de tous, mais en gros, ils ont acheté à ce moment-là.
au moment où les immeubles n'étaient pas chers et ils ont mis en location à ce moment-là. Et ce qui est fou, c'est qu'un des propriétaires qui passait au tribunal lundi, lui, mais voilà, a mis en location touristique un immeuble en arrêté de péril. Alors, arrêté de péril, c'est très clair. Hein, c'est bon, évidemment, toute location est interdite parce que l'immeuble peut s'écrouler du jour au lendemain. Voilà, donc c'est quand même bon, avis aux touristes Ouais. qui auraient eu la mauvaise idée de louer là, mais c'est pour dire le niveau de voilà d'impunité de ces propriétaires. Mmh. Il y a un témoignage de Romanal qui dit: «Quand on voit le nombre de contenus qui t'incitent à investir dans l'immobilier pour devenir millionnaire, Mmh. il y a vraiment quelque chose à déconstruire dans le rapport au logement en général». Et c'est Mmh. Sir Croc 767 complète quelque part: «En vrai, je comprends ce type de personnage qui voit un moyen de s'enrichir et qui saute dedans malgré l'illégalité quand on voit à quel point certains se font des thunes énormes de manière légale mais tout aussi immorale». Ouais. Alors, je sais plus quand j'avais fait un papier sur les vidéos, justement, un peu les youtubeurs, les influenceurs de l'immobilier Ah oui, je me Airbnb. souviens. Il y en avait parce qu'elles étaient parfois assez drôles. Alors, elles sont aussi tout à fait mensongères. Hein. Faut pas, personne va se faire des millions et devenir millionnaire. Mais à la fois, il y a une partie qui est vraie. C'est-à-dire, il y a une partie où il y a un tapis rouge fiscal pour ce type d'investissement, très peu de contrôle. Donc, c'est vrai que, voilà, avec un apport. Bon, alors parfois, ces vidéos sont un peu extrêmes parce qu'ils se montrent en Thaïlande. À siroter un cocktail en montrant qu'ils sont devenus millionnaires, qu'ils ont la belle vie grâce à ces locations. Mais oui, 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 il y a un fond de vrai et je suis d'accord avec ce que je sais plus comment la personne qui intervenait dans le chat, mais c'est vraiment assez choquant de voir justement la faiblesse des pouvoirs publics là-dessus, la faiblesse de la parole politique, même plus largement, face à le logement qui est devenu un produit financier comme un autre. En fait, on vous dit investissez, voilà, les conséquences sociales derrière, personne n'en parle. En fait, le fait que, ben oui, depuis que Macron est arrivé en 10 ans, le nombre de personnes sans abri a doublé. Voilà, tout ça n'est pas sans lien en fait. Enfin, c'est même le lien, il est là, quoi. C'est-à-dire que la financiarisation du logement, ça a des conséquences très très concrètes pour les plus fragiles en fait. Donc oui, oui, c'est assez choquant. Et c'est vrai qu'il y a tout ce petit écosystème de youtubeurs Je retrouve pas ouais. l'article. Alors où est-ce que j'ai je sais plus moi-même. Terence, si tu le trouves, tu me l'envoies. Ouais. Parce que Peut-être youtubeur Airbnb, je sais pas. Voilà. C'est vrai qu'on en avait épinglé un qui... pourquoi on l'avait épinglé, lui? Je crois que lui aussi, il revendiquait d'être... il donnait toutes les petites ficelles. En fait, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'il donnait toutes les petites ficelles pour investir, pour pas payer d'impôts, là où la loi pouvait être respectée, là où on n'était pas obligé. Enfin voilà, c'était un peu exemplaire de ce qui se faisait. Mais bon, il y en a plein et c'est vrai que on voit bien que ça peut attirer des gens. Alors, je l'ai dit au début, hein, c'est parfois un peu excessif. C'est-à-dire, des gens ils disent avec une toute petite mise, vous allez devenir millionnaire. Bon, pas si simple que ça, mais oui, oui, c'est malheureusement aussi un discours. Voilà, c'est le discours du logement comme classement financier qui s'est imposé, quoi, et qui est assez choquant. oui, je suis tombée sur ton article, un ex-lobbyiste d'Airbnb Ah oui. recruté à l'Assemblée nationale en tapant ces mots-clés. Ouais. Je ne le trouve point. Pas grave. Et j'ai vu les commentaires pendant qu'on regardait la vidéo. Les gens qui regardaient la vidéo étaient vraiment choqués des méthodes d'intimidation pour faire partir les locataires. Mais en fait, il y a plusieurs autres stratégies que tu détailles dans les articles, mais pas dans la vidéo, notamment celle du cas Chalier, avec les faux arrêtés Ah oui. de Oui, péril, oui, oui. les vigiles.
les pressions financières. Ouais. Alors ça n'a pas été jugé, donc je serais un petit peu prudente, mais c'est des témoignages qu'on a recueillis sur place et des collectifs d'habitants. C'est que un des problèmes des gens qui rachètent ces immeubles et qui veulent transformer en logement courte durée, c'est de virer les locataires qui ont des baux qui durent sur des années, qui ont des baux souvent pas très élevés, des loyers qui sont pas très élevés. Donc toutes les techniques sont bonnes. Alors, dans le cas de la Rutière, oui, ce qu'on a entendu, ce qu'on nous a rapporté, c'est que ils ont prétexté un arrêté de péril et en réalité, il n'y avait pas du tout d'arrêté de péril, donc c'était mensonger. Les gens sont partis. Parfois, alors l'autre technique, c'est de justement, on parlait encore une fois de ces publics un peu fragiles, c'est que parfois des gens un peu fragiles financièrement, on leur propose une petite somme. Enfin là, rue Barthélemy, certains sont partis pour 3 000 €. En fait, 3 000 €, renoncer à un bail pas cher, enfin avec un loyer pas cher, bah, c'est vraiment pas cher payé pour partir, parce que c'est précieux quand on a un bail, il faut le garder, quoi. Surtout à Marseille, comme tu disais, on a de moins en moins. Il n'y a pas d'offre, voilà. Mais c'est aussi des pressions. Et là, parfois, on a des systèmes quasi mafieux. Moi, je ne m'étendrai pas parce que, bon, pour l'instant, le jugement n'a pas été rendu. Mais dans le cas de la rue Barthélemy, c'est vrai qu'il y a eu des pressions des gérants, des pressions. Il y a eu des vigiles qui ont été mis à l'entrée de l'immeuble. Et ça, c'est bon, c'est emblématique de plein d'histoires qu'on entend, nous. Voilà. C'est tout un petit écosystème un peu mafieux qui intimide les locataires et qui parfois achètent leur départ voilà, pas très cher. On a eu plusieurs questions. Je remonte. Le petit Vroom me dit: Hello, je ne comprends pas comment le gouvernement ne peut pas rendre plus difficile d'être multipropriétaire. Oui, alors c'est pas tout à fait la ligne, la ligne actuelle du gouvernement. Moi, je suis ces questions depuis presque 2 ans. Ce que je vois, et notamment dans toutes les tentatives de légiférer sur le logement, hein, pas du tout uniquement sur la question des logements touristiques, mais sur la salubrité des logements, c'est qu'il y a un respect absolu du droit de la propriété. C'est quand même la base. Le propriétaire est respecté, et quand on dit propriétaire, c'est multipropriétaire. Et ça, on voit bien que les équilibres à l'Assemblée nationale, et il faudra s'intéresser de près au vote du RN là-dessus. Le RN notamment, qui est très puissant maintenant à l'Assemblée, a voté contre toutes les législations qui auraient pu rogner un tout petit peu sur le droit absolu des propriétaires. Que ce soit alors sur la fiscalité évidemment, mais que ce soit sur le droit à louer. Enfin, voilà, donc c'est des forces contraires qui traversent le pays. Et en tout cas, on ne peut pas dire que le macronisme a été en faveur des locataires. Les locataires, le droit des locataires n'a cessé d'être rogné là, ces derniers temps. On l'a vu avec Guillaume Casbarian, avec la loi anti-squat. C'est-à-dire que maintenant, des locataires qui ont des petits impayés impayés de loyer peuvent être expulsés beaucoup plus facilement. On a parlé de squat, alors qu'en réalité, derrière, ce qui était visé, c'était les locataires. Voilà, donc je pense que c'est des vraies questions de société dont on devrait s'emparer d'ailleurs la gauche. Hein. Je pense qu'elle n'est pas très vocale là-dessus, mais oui, là encore, on rejoint les articles de Romary Gaudin sur l'héritage, mais il y a eu tout ce mouvement aussi qui était... moi, j'avais travaillé sur la question des retraites. En fait, il y a eu, à mesure que l'État-providence reculait et que les gens sentaient que leur retraite allait être rognée, ils se sont dit, je vais m'acheter un petit bien pour ma retraite. Et donc, il y a eu ce mouvement. Et c'est vrai que maintenant, on a une structure de la propriété qui est plutôt concentrée chez les personnes un peu âgées. Donc c'est pas tous des grands multipropriétaires, c'est aussi des gens qui ont peur pour leur retraite
Et ça a été encouragé encore une fois fiscalement. Donc non, la tendance n'est pas du tout à revenir sur la multipropriété, mais ça pose plein de questions quand on voit sur les littoraux des villes, parfois des petites communes où il y a 75% de résidences secondaires et qu'en fait derrière, c'est des gens qui ont aussi un patrimoine, qui ont plusieurs maisons. Bon, jusqu'où, quoi? Jusqu'où, quand les gens issus de ces communes ne peuvent plus même qui travaillent, ne peuvent plus se loger, voilà. Est-ce qu'il va falloir limiter le nombre de résidences secondaires? Enfin, c'est des vraies questions de société, mais là, vraiment, on touche à quelque chose de vraiment essentiel dans la société française et dans le droit français, qui est le droit de la propriété. Sacré, ultra sacré. Alors, je vous envoie les articles dans le chat. Oui, tu l'as retrouvé, j'ai vu, devenir le... C'est Terence qui l'a retrouvé. Ah, ouais. Alors, je vous ai envoyé donc la rente locative, un mirage pour répondre aux défaillances du système des retraites. Et Terence m'a aidé à retrouver. Je faisais pas le lien avec les formations Pôle emploi, en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est que par ailleurs, ah oui, celui-là, c'était gratiné parce que c'était financé par Pôle emploi. Ouais, là, c'était un peu étrange, ouais. Pôle emploi vous apprenait à devenir investisseur Airbnb. Ça, c'était pas mal. Ouais. Sous-location auto-entrepreneur ou marchand de sommeil, on ne sait pas trouver. Je vous Ouais, envoie aussi l'article, bien sûr. Pas mal. Pour ça, ça rejoint le délire de la formation continue qui est aussi un vrai sujet. Et donc oui, sur Sacha 94, tu parlais du rôle du RN. Je t'ai envoyé l'article qu'on a montré au début du stream sur la loi dite Airbnb, adoptée malgré l'ultime lobbying de la plateforme. Et donc, dans le chapeau où tu écris, grâce à un argumentaire repris presque mot pour mot par le RN, Airbnb a tenté une dernière fois de torpiller le texte. Ouais. Voilà. Le RN a été un très très bon soutien d'Airbnb ces dernières années et c'est à souligner parce que il y a encore quelques temps, ils ont un peu louvoyé sur le sujet. Ils se disaient c'est une plateforme américaine, ça va peut-être pas être très populaire, etc. Puis là, ils ont vraiment choisi leur camp. Et en tout cas, dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, ils ont voté contre toute réglementation visant à limiter ces locations. Voilà. Maintenant que vous avez bien les cartes en main sur les protagonistes et cet immeuble donc, du 31 rue Barthélemy, avec les personnes qui vont être obligées de partir parce que cet investisseur voulait découper tout en tout petits lots, je vous propose qu'on parle de ce procès assez inédit. Et en plus, tu y as assisté, donc c'est super que tu vas pouvoir nous donner le contexte, le sous-texte que peut-être tu n'as pas pu mettre dans tes articles. Je vais vous les renvoyer bien sûr dans le chat. Donc, c'est le procès de 4 multipropriétaires. Vincent Chalier, le chirurgien, on a vu fanfaronner dans Complément d'enquête. Mehdi Guenoui, on a vu dans le reportage vidéo qu'un investisseur parisien qui, a priori, donc, connaissait très bien les règles, puis les a oubliées. Un couple de plombiers auxiliaires, de périculteurs qui sont des petits propriétaires, mais qui possèdent 40 appartements. 14. Mais 14 en même temps, ça me paraît tellement délirant, de genre 14 appartements à Marseille. Et un juge du tribunal de commerce, qui est encore juge donc, actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce procès, l'idée que c'est un procès pédagogique pour la ville? Oui, c'est vrai que c'était enfin moi je tenais à y être parce que c'est jugé aux affaires civiles, hein, donc on n'est pas sur du pénal, c'est vraiment sur le fait qu'ils n'ont pas respecté la réglementation. Et en général, c'est des procès qui sont très peu suivis médiatiquement. Et là, ce qui était intéressant, c'est que il y avait plein de collectifs dans la salle, des locataires qui ont subi leurs pratiques. Et donc, il y avait pas mal d'émotions, en fait. Il y avait pas mal de colère, de gens qui voulaient voir quelles étaient la nature un peu de ces dossiers et qui tenaient à être présents. Alors, aucun des 4 multipropriétaires n'est venu ce jour-là. Ils ont été représentés. On avait la question dans le chat. chat. Non, ils sont pas venus. Ils ont été représentés par leurs avocats. Bon, c'est vrai que c'était une petite salle et je comprends que pour eux, ils ont préféré s'éviter cette séance qui a été douloureuse, hein, parce que c'est vrai que les dossiers sont quand même assez accablants, différemment pour les 4, mais
Bon, la question de l'illégalité est quand même assez patente, pour les cas de dossier. Le cas du juge, au tribunal de commerce, n'a pas été examiné parce que, l'avocat a demandé qu'il soit, dépaysé. C'est-à-dire que comme, bon, bah, c'est des juges, marseillais, il veut pas être jugé lui-même par des confrères, consoeurs. Donc, Ah oui, il a demandé que ça soit dans le Var. voilà, ce sera a priori à Draguignan. On n'a pas encore la réponse. Donc voilà, moi j'ai assisté à l'audience là pour les 3. Ce qui était, voilà, il y avait 2 mondes qui se confrontaient, c'est-à-dire, bah, des locataires. Il y avait, cette Julie qui a, témoigné dans notre vidéo, dont la vie a été vraiment très impactée. C'est très lourd, quoi. On sent bien que ce qu'elle a subi, mais comme d'autres, hein, mais c'est très lourd. Elle a dû quitter, du jour au lendemain, un logement dans lequel elle habitait depuis 7 ans, en prenant les affaires qu'elle a pu, enfin en catastrophe. 1 an après, cette prise quasiment son plafond sur la tête, quoi. Donc voilà, il y avait de l'émotion de ce côté-là. Et puis, bon, les avocats en face, Ça doit être des compliqué, ouais. contrevenants ont fait ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ont voilà, ils ont argué, pour le premier, pour Chalier, que finalement, il avait participé à réhabiliter un immeuble en faisant des travaux. Bon, voilà, on sait que les travaux ont été, en fait, un découpage de l'immeuble, donc voilà, c'est pas, Des travaux qui ont été faits sans autorisation qui plus est, sans donc aucune bon. autorisation, avec des risques, bien sûr majeurs, puisqu'on sait que dans ces immeubles-là, maintenant, toutes les cloisons deviennent porteuses. Donc, c'est très dangereux, en fait. C'est très dangereux de procéder à ça. Après, on a eu la complexité de la réglementation, ce qui n'est pas totalement faux, parce que la réglementation est un peu complexe qu'elle a changé à Marseille. Mais il se trouve que là, dans le cas de Mehdi Guenouni notamment, on a affaire à des experts. Lui, il est à la tête d'une dizaine de sociétés immobilières. C'est un ancien de Goldman Sachs qui est extrêmement au fait de la réglementation. On l'a vu, voilà, Oui, faire s'exprimer, l'expert voilà. Donc si lui, il comprend pas la réglementation, moi, je sais pas qui la comprend. Voilà, donc les arguments, voilà, ça a été ça. Après, effectivement, sur le couple de plombiers, bon, on nous a dit que c'était pour se constituer un patrimoine pour leur retraite. Bon, 14 quand on a 14 appartements, oui. appartements, je pense qu'on est un petit peu au-delà. Et ça ne justifie en rien de mettre un bien en arrêté de péril, puisque là, on est vraiment sur du danger imminent pour les locataires. Donc, c'est gravissime. Ça, ce sera jugé, ce volet-là de mise en danger, il sera jugé dans un autre procès. Là, c'était pas l'objet du procès, parce qu'on était vraiment sur respect ou non de la réglementation. Mais le propriétaire a quand même fait de la garde à vue là-dessus, hein, parce que voilà, on est sur des cas très, très, très lourds. Donc, voilà, non, c'était intéressant de voir. Moi, j'ai pu discuter avec un avocat d'une conciergerie qui détaillait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est tout un écosystème qui a vécu Donc, peut-être pour bien. préciser, la conciergerie, Oui, c'est les gens qui mettent, enfin qui aident les propriétaires en remettant les clés, en s'occupant de tout, en fait, des draps, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout un écosystème qui a vécu et bien vécu de tout ça. Et que là, bah, c'est ce que je mettais dans l'article, c'est la cellule de dégrisement, quoi. C'est que là, tout d'un coup, on leur dit que ça va plus être possible, que ces profits qui étaient très rapides et très, très peu contrôlés vont s'arrêter. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a un net coup d'arrêt, quoi. Voilà. Donc là-dessus, je pense que ce procès a été intéressant. On verra le jugement. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils ont aussi plaidé, les avocats de ces propriétaires, que on peut pas évidemment faire un procès pour l'exemple, c'est-à-dire que le droit, par principe, doit respecter l'individualisation des peines, hein. On ne va pas charger 4 personnes au nom des 6000 personnes pour s'éviter 6000 procès. Il faut, voilà, individualiser les peines. Donc ça, on va voir comment le tribunal fait avec tous ces arguments. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a frappée, c'était quand même le dialogue de sourds, quoi. Le dialogue de sourds il n'y a entre pas eu du tout de repentance, on ne se rendait pas compte qu'on mettait les gens en danger. Pas du tout, pas du tout. C'est vrai que bon, comme les propriétaires n'étaient pas là, voilà, ils avaient Oui. dépêché leurs avocats qui ont été vraiment dans des défenses assez. Bon, ils ont quand même
tous reconnu, puisque de toute façon, C'est c'était compliqué de nier, oui. indiscutable. Voilà, l'infraction à la réglementation, elle est patente, donc ça, il n'y avait pas de sujet. C'était plutôt, voilà, dans ces cas-là, on raconte un peu la personnalité. Donc, le Vincent Chalier, on nous a expliqué qu'au début, il voulait loger des étudiants en médecine. Bon, on n'en a aucune trace. Et de fait, ce n'est absolument pas ce qu'il a fait. Bon, voilà, c'était parfois assez drôle de voir à quel point il ramait quoi, pour, pour trouver des arguments. Et il y a eu cette phrase assez maladroite concernant Julie, notamment. Enfin, moi, j'étais pas très loin d'elle, donc j'ai vu sa réaction. Mais l'avocat du propriétaire qui a dit c'est vrai qu'il a des propriétés partout. Lui, il a eu le malheur d'acheter un immeuble à Marseille comme si c'était le malheur. Et voilà. Alors que bon, c'est pas lui qui a été en danger, quoi. C'est lui qui a mis en danger des gens. Donc voilà, c'était plutôt frappant de voir l'immense distance, le dialogue de sourds entre deux mondes, quoi. Voilà. Et là, qui étaient un peu obligés de se rencontrer. Ils étaient un peu obligés de voir les conséquences de ce qu'ils avaient fait. Et ils avaient sous les yeux les collectifs qui étaient quand même assez remontés, ouais. Et est-ce que tu sais comment la ville a choisi ces 4 cas? Alors, on leur a demandé la réponse de Patrick Amico, là, qu'on a vu dans le sujet, c'est ils se sont présentés. Enfin, c'est-à-dire, je pense qu'ils ont pris parmi les pires, mais aussi un peu les emblématiques, ils ont un peu panaché. C'est-à-dire que d'ailleurs, il y avait 2 non-marseillais, un parisien, un bordelais et 2 marseillais. Ils ont pris des cas un petit peu différents, puisqu'il y en a un qui loue dans un truc en arrêté de péril. Mediapart. Un qui... Mediapart. Pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Bonsoir et merci pour ce raid LCP Assemblée nationale. Merci beaucoup. On est en train de parler du boom de l'Airbnbisation au sens large, donc de tout ce qui est logement locatif de courte durée et illégal dans le cas ce dont on est en train de parler à Marseille. Voilà. Donc, désolée de t'avoir coupé. Non, pas de problème. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, tu disais, ils ont pris des profils très différents. Oui, ils ont aussi pris ils ont un peu soir. panaché pour montrer Ça touche tous les cas de figure. Voilà, tous les cas de figure. Ouais. Je ne dirais rien sur les Parisiens. Alors, attends, je remonte parce qu'on a eu des questions. Ça avait une question sur l'ambiance dans la salle. Terence a demandé à partir de quand on peut requalifier ce genre de pratique comme une activité professionnelle à plein temps avec la fiscalité qui va avec. C'est vrai que tu nous parles donc de cette personne, le Parisien, pardon, j'ai oublié son nom, mais le Parisien, qui possède des dizaines d'entreprises d'investissement locatifs. Oui, non, là, c'est pas. Enfin, en fait, il se trouve que jusqu'à il y a peu, il était salarié lui-même d'une entreprise, je sais pas si je vais dire son nom, mais d'un géant. Tu l'as dit plus haut. Je l'ai dit plus haut. Dire, ça commence par un G et un S. Ah oui, non, ça c'était avant. Non, parce qu'après, il a bossé dans la grande distribution, il était directeur de l'immobilier. Donc, on peut dire que finalement, la location, même s'il avait des dizaines de sociétés, des SCI, etc., pour louer, c'était son hobby, quoi. Voilà, c'était pas professionnel. Mais ça c'est d'ailleurs en cours, il faudra qu'on en reparle sur Mediapart, mais il y a justement, dans le cadre de la discussion budgétaire, le cadre du bailleur privé va changer et on va voir quelles conséquences ça aura. Mais aujourd'hui, non, c'est pas. On peut avoir 42 appartements en location. Alors de fait, ça demande du temps, mais c'est pas considéré comme une profession. On avait une question aussi de Oscar Pasta. Est-ce que les artisans qui acceptent de faire les travaux donc dangereux et a priori illégaux, est-ce qu'ils savent l'illégalité de leur tâche ou est-ce qu'ils s'en fichent? Est-ce qu'ils peuvent être poursuivis? Alors, dans le cas de la rue Barthélemy, tout était illégal. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, comme souvent, c'était de toute façon des entreprises au black. Donc, de toute façon, tout est illégal. Voilà. Donc là, il n'y a pas de sujet. Donc, évidemment, elles peuvent être poursuivies. Mais ça fera l'objet d'autres procédures.
Mais est-ce qu'il y aurait des entreprises qui auraient pu faire des travaux de bonne foi? Alors, je ne pense pas, parce qu'elles doivent quand même vérifier auprès de l'urbanisme, les autorisations. Je pense que non, dans ces cas-là, on a plutôt une cascade d'illégalité, quoi. Oui, Ouais, ouais. à tous les étages. Un peu à tous les étages. À tous les étages. Et ce qui était particulièrement choquant, 31 rue Barthélemy, là où donc Julie s'est pris son plafond sur la tête, c'est qu'ils ont, juste avant l'audience, commencé à investir les combles. Et que, typiquement, Donc juste avant que le procès commence, les Ouais, travaux continuent. les travaux continuent, ça affaiblit la structure. Nous, on a vu ces combles, c'est vraiment dans un état déplorable. Et les salariés qui apparemment ne parlaient pas, enfin les salariés, je dis salariés, mais je ne sais pas quel est leur statut, ne parlaient pas français et étaient logés dans des conditions immondes, dans un espèce de petit réduit, il n'y a pas d'eau, enfin voilà. Tout ça va avec un écosystème qu'il faut regarder en face, c'est que derrière, c'est des gens aussi exploités. Et ceux qui font les travaux, je pense, étaient eux-mêmes en danger dans cet immeuble qui aurait pu s'effondrer. Donc, c'est tout ça qu'il faut, voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder. Ouais. Il y a Ami Galda qui dit même s'ils sont condamnés, je me demande si les peines seront dissuasives. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus combien il risque? Il y a une amende qui est énorme, non? Ouais, alors en fait, la mairie a demandé le maximum, c'est-à-dire 100 000 € par logement mis illégalement en location, plus tout un tas, ça je peux pas détailler toutes les sommes, mais en fait tout un tas de petites en plus d'amendes qui viennent s'ajouter à ça pour non-respect du changement d'usage, etc. Et ce qui fait que quand même, les principaux risquent des amendes qui sont autour d'1 million d'euros. Parce que, en fait, ils en ont soit une dizaine, cumulé, voilà, ils cumulent, voilà, ils cumulent. Donc, bon, c'est sûr que c'est des multipropriétaires qui ont un important patrimoine. Ils pourront les payer. C'est une des questions, hein. D'ailleurs, ils étudient, le tribunal va étudier le patrimoine de ces multipropriétaires pour proportionner les amendes, bien sûr. Voilà, mais enfin, c'est sûr que ce sera un signal. Si jamais les amendes sont de l'ordre d'1 million d'euros, c'est sûr que ce sera un signal pour tous les propriétaires dans l'illégalité aujourd'hui, quoi. Satrape, mon Agora peu cher, il n'y croit plus. Il nous dit quand un ferme, 10 repoussent. En fait, l'idée derrière ces peines importantes, c'est de décourager, c'est ça? La ville espère. Faire peur, c'est ce que dit l'avocat de la ville. C'est-à-dire qu'ils disent soit on va encombrer les tribunaux parce qu'on va assigner progressivement les 6 000, sachant que chaque dossier est quand même compliqué à monter, hein, parce qu'il faut prouver tout un tas de choses, comme on le disait tout à l'heure. Donc c'est vraiment du boulot. Mais voilà, soit ce qu'espère la ville, c'est qu'à partir du moment où ces annonces. Que ces peines seront rendues publiques, c'est que les 6 000 se mettent en conformité, c'est-à-dire que soit sortent totalement du jour au lendemain de la location, de fait de l'illégalité, soit arrivent à respecter les règles, c'est-à-dire mettre en la règle de compensation, c'est-à-dire, mais ça très peu de gens. Ça, c'est vrai que depuis que Marseille a adopté la règle de compensation. On va savoir combien de personnes en place un logement très locatif. peu, voilà, c'est ça, très très peu. Alors là, je me souviens plus, mais ce que nous avait dit par exemple l'adjoint au logement de Marseille, c'est que avant d'avoir mis en place ça, il avait, même s'il avait déjà réduit un peu fermé les vannes, il avait 800 demandes par an de changement d'usage, je crois, et que là, il en avait 20, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'est en capacité, enfin très 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 peu de gens est en capacité de mettre un logement en location Airbnb et à côté de compenser par un logement location normale. C'est très rare d'avoir ce type de possibilités. Donc c'est vraiment un coup de frein clair. Ça, on a vu dans toutes les villes qui l'ont appliqué, le changement d'usage, Paris, Lyon, ça a fait s'effondrer de fait le marché. Pour ce qui est de la légalité, parce qu'après, il y a tous ceux qui ne respectent pas la loi. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Est-ce qu'on a une jurisprudence sur l'application d'amende maximale dans ce genre de cas? Alors, la jurisprudence, elle est en train de se se faire, exactement. Et c'est pour ça que ce procès a été super intéressant. C'est que Paris s'est longtemps cassé les dents quand il a signé à des propriétaires. On avait fait un article, c'était
Magresse qui avait fait un article intéressant là-dessus l'an dernier, je crois, parce que Paris avait été débouté, ils avaient assigné des propriétaires et en fait, ils n'avaient pas réussi à remonter jusqu'aux années 70. Il fallait montrer que dans les années 70, le logement... ouais, exactement. Euh, que le logement était bien un bureau, n'était pas de l'habitation. Et donc voilà, non, la jurisprudence, elle est balbutiante. C'est pour ça que je voulais absolument suivre ce procès, mais elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire et ce que j'entendais, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que justement la jurisprudence jusque-là était hyper, hyper, hyper favorable aux propriétaires. Donc en fait, les mairies qui essayaient de lutter contre ça étaient très, très démunies et en général, elles perdaient en justice. Voilà. Roménal, non, ta question n'a pas été encore posée. Est-ce qu'on a une estimation de ces revenus générés par les locations illégales à Marseille? Revenu moyen, non. Alors ça, j'ai pas du tout ces chiffres. Je pense la structure, c'est compliqué parce qu'en fait, là, on parle vraiment des multipropriétaires, donc on parle de gens qui ont des immeubles. Ça chiffre très vite, hein. C'est sûr que là, s'il avait 25 logements et en plus c'est défiscalisé, ça chiffre énormément. Et encore une fois, c'est pas du tout à comparer à celui qui loue son appart quand il n'est pas là, les vacances d'été, quoi. C'est pas du tout les mêmes revenus. C'est là qu'il y a quand même ce gap entre le Airbnb industriel et celui qui est un peu originel et qui va rester légal d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc je sais pas si même on pourrait faire, ça aurait un sens de faire des moyennes, quoi. Je sais pas. Je pourrais regarder, ouais, c'est intéressant. Ouais, Stéphane Keldan demande, parce que je rappelais quelle était la règle de compensation, et j'ai mis les locations saisonnières, mais quel est le terme officiel? C'est location Meublée de tourisme. Ouais, voilà, dans la loi, c'est location meublée de tourisme. Parce que saisonnière, ça marche même plus, parce qu'en fait, dans les villes touristiques, c'est toute l'année, hein, donc il n'y a pas de saison. Il n'y a plus de saison. Voilà. Et c'est le terme, voilà, c'est parce que c'est démeublé et c'est de tourisme, c'est des courtes durées. On peut dire courte durée, mais dans la loi, c'est meublé de tourisme. Est-ce que la justice... caché moi-même le texte. Est-ce que la justice peut obliger un locataire de Airbnb dans l'illégalité d'arrêter de faire du Airbnb? Ah, tu veux dire un propriétaire? Est-ce que la justice peut obliger un propriétaire d'arrêter de faire du Airbnb? S'il est dans l'illégalité, oui, enfin en le condamnant, oui, de toute façon, il est déjà dans l'illégalité, donc voilà, oui, il sera condamné, ouais. Ouais, clair, mais... Oui, mais après, je sais pas si la question d'Anne Migalda est très claire. Je sais pas si tu veux dire est-ce qu'il sera banni à tout jamais, peu importe de cette activité en général. Je connais pas de jurisprudence comme ça. En tout cas, à ce stade, non. C'est juste que là, on va voir ce qui va se passer pour ces propriétaires. Ouais. Je pense pas qu'on puisse les bannir à tout jamais de ce type de location, mais leur demander de respecter la loi, sinon ils seront à nouveau condamnés. Ouais. Voilà. On se demande si tu sais s'il y a un travail de réflexion sur comment faire évoluer le droit à la propriété pour atteindre plus d'égalité dans le logement. Mais ça, Lucie, elle vous l'a dit plusieurs fois que c'était pas vraiment l'objectif du gouvernement Macron, en fait. Alors c'est pas du tout. Moi, je suis surprise en fait qu'il y ait si peu de débats politiques là-dessus, en fait. Peut-être parce que chacun est pris dans ses... Enfin voilà, que électoralement, c'est peut-être pas payant en fait d'aller sur ce terrain-là, parce que chacun a ses propres intérêts, enfin plus ou moins, bon voilà. Je pense que c'est risqué. C'est risqué politiquement en France. Il y a une appétence pour la propriété privée aussi. On a 60% de propriétaires. Donc, je sais que les gens les députés que j'ai pu rencontrer, c'est un sujet délicat, en fait, de s'attaquer à ça. Voilà. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien en parler prochainement. Il y a plein d'initiatives intéressantes aussi sur dépasser la propriété dans le logement, des propriétés collectives, en fait. Il y a plein de choses qui se font, même au niveau européen. J'avais rencontré des Belges super intéressants là-dessus. J'en reparlerai prochainement dans Mediapart. Cette idée de, voilà, à l'opposé de ce qu'on disait tout à l'heure, la financière, le logement comme...
placement financier. Il y a des gens qui essayent d'imaginer des propriétés collectives, voilà, évidemment, et sortir ça de la spéculation, quoi, de la bulle spéculative dans laquelle ils sont rentrés, quoi. Je vous renvoie à l'article de Lucie. Il faut que je le recherche parce que je l'ai mis un moment dans le chat aussi sur ce que tu expliquais, que c'était un plan vendu comme un plan de retraite pour Ah oui. aussi. Mais sinon, tu peux mettre, moi je trouvais que celui qui était intéressant, Ouais. c'était ce qui se passait à Paris, c'est-à-dire l'effondrement en fait du marché locatif à Paris, parce que les chiffres sont spectaculaires. C'est-à-dire qu'à Paris, après-guerre, il y avait 1 million, voilà. Pour moi, il est emblématique. Bon, Paris, c'est un peu la pointe avancée, mais c'est ce qui commence à se passer dans plein de métropoles. Donc, après-guerre, il y avait 1 million de logements en location. Aujourd'hui, à Paris, il n'y en a que 300 000. C'est-à-dire que le parc s'est complètement réduit. La vacance a explosé, la multipropriété a explosé, et donc on a des multipropriétaires, on le raconte dans cet article-là, qui ne veulent plus se donner la peine de mettre en location leurs biens. Et il y a des immeubles entiers, alors c'est presque drôle, mais dans le 7e arrondissement, 8e arrondissement, des immeubles Tout est entiers vide. qui sont vides, intégralement vides. Ça pose des problèmes de sécurité, en fait, le soir, parce que c'est des quartiers qui deviennent un peu inquiétants parce qu'il y a personne, en fait, et que on est plutôt en insécurité quand il y a personne. Et en fait, ce que me disait l'adjoint au logement de Paris, Jacques Baudrier, c'est que Paris a essayé de mettre en place des dispositifs pour les convaincre de louer. Donc, il leur donne des garanties, puisque l'argument qu'on entend, c'est que le bien pourra être dégradé, que les locataires quitteront jamais les lieux, ça va devenir des squatteurs, etc. Et que face à lui, il a des propriétaires, alors parfois âgés, qui lui disent mais j'en ai pas besoin, en fait, je vais pas m'embêter. Et son image, c'était de dire en fait, le logement, c'est devenu comme une Rolex, comme un lingot d'or, c'est un placement. Et donc, la dimension sociale, d'utilité sociale, qui est quand même une Oui, évidence sur le logement, est totalement maintenant décorrélée du marché, quoi. C'est très impressionnant à Paris, parce que vraiment, on ne peut pas dire que la municipalité n'a pas essayé vraiment de résoudre la question du manque de logement. Parce qu'effectivement, se loger à Paris, les familles ont complètement déserté. Le prix a explosé à l'achat, à la location. Et face à ça, voilà, que faire de cette offre? C'est pareil, parce qu'on disait ça à Marseille, mais à Paris, c'est vrai aussi. Il y a plus, ça revient tout petit peu là maintenant, mais il n'y avait plus rien, aucune annonce, quoi. Donc, oui, on atteint des points un peu catastrophiques là. Là, les petits vrooms. Une question sur le logement en général. Quels sont les leviers qui bloquent la réquisition par les mairies des logements vacants? Alors théoriquement, c'est un pouvoir du maire. Moi, je l'ai entendu, je pense qu'on en reparlera pour les municipales, parce que je pense que la question du logement va être assez centrale dans ces municipales, parce que les maires ont des outils quand même à leur disposition. Maintenant, ils ont la loi Etcheniz-Lemeur sur la location touristique, mais ils ont aussi ce pouvoir de réquisition. Et là encore, donc j'entendais la maire de Rennes, enfin c'était l'adjoint logement de la maire de Rennes, disant peut-être qu'on va passer par ça. Alors là, c'est vraiment, en France, c'est la bombe atomique, hein, réquisitionner, encore une fois, parce que ça touche à la sacro-sainte propriété privée. Et que c'est pas du tout l'ambiance, là, quand on voit la loi Casbarian, qui est au contraire de dire les locataires ont trop de droits et les pauvres propriétaires sont dans une situation impossible. Bon, c'est pas du tout la tendance actuelle. Mais dans certaines villes, compte tenu, et on n'en a pas parlé, mais c'est des milliers d'enfants qui dorment à la rue aujourd'hui en France, on peut se dire que quand même réquisitionner des immeubles vides, peut-être que des maires vont passer à la vitesse supérieure. Ça, et peut-être ça va nous permettre de parler du poids des collectifs et du poids des associations, qui est vraiment central dans les luttes pour le logement. À Marseille, c'est clairement, la mairie aurait pas assigné ses propriétaires s'il n'y avait pas eu tout ce travail de terrain des collectifs qui ont fait remonter les informations, parce qu'il faut les connaître, les informations. Et puis, ils
ces collectifs sont allés loin aussi. Ils ont occupé des Airbnb. Il y a vraiment un oui, des assos très importantes à Marseille de locataires, et ça change tout. Ça change tout dans une ville où, à l'inverse, il n'y en a pas. Donc oui, oui, le pouvoir de ces collectifs. Et c'est vrai que pour certains, le DAL, ça fait très longtemps. Le DAL, ça fait très longtemps qu'ils parlent de réquisition. Bon, ils sont minoritaires, mais je pense aussi au Pays Basque. En fait, au Pays Basque, c'est vrai que d'ailleurs, le député qui a passé la loi sur Airbnb, Iñaki Etxaniz, est basque. Et lui aussi, il a été porté derrière. C'est des collectifs qui, depuis des années, j'avais fait un papier sur Alda, qui a vraiment tout changé aux luttes sur le logement. Voilà, c'est des régions où parfois il y a une tradition militante préexistante. On le voit au Pays Basque, on le voit à Marseille, on le voit en Bretagne aussi, à Douarnenez. C'est-à-dire que là où il y a des collectifs militants, ça bouge. Et les mairies, et même au niveau national, sont obligées de s'emparer de la question et de passer un peu à la vitesse supérieure. Et à l'inverse, là où il n'y a rien, ça ne bouge pas du tout. Pour Voilà. revenir sur Marseille, donc ces collectifs, tu peux nous en dire plus? Ils ont été créés, j'imagine, après l'effondrement Ouais, rue alors, d'Aubagne. Et sur ces oui. initiatives, j'ai affiché, donc c'est Oui. à l'écran, vous voyez ces affiches sur le procès. Alors, ils sont très nombreux. Je ne pourrais pas tous les citer. Il y a le collectif du 5 novembre. Là, je crois que ces affiches, c'était Manifestant. C'est par ailleurs des militants. Mais il y a plein de collectifs très, très locaux, hein, avec des petits périmètres. Notamment, le collectif de la rue Barthélemy, c'était un collectif de riverains. Donc, c'est des habitants, c'est des riverains. Mais c'est vrai que après la rue d'Aubagne, ça s'est beaucoup structuré, et ils ont été aussi plus écoutés, quoi, parce que là, il y avait quand même un peu la prise de conscience que ne rien faire, c'était mortel, quoi. Je pense qu'il y a eu la trouille aussi d'autres effondrements. Voilà, donc ces collectifs, ouais, c'est sûr que tout ce qui se fait là sur le logement à Marseille a été quand même très poussé par l'activité de ces associations, ouais. Et qui nous renseignent, nous, journalistes, aussi, évidemment, hein. Si vous avez d'autres exemples de collectifs dans le chat, n'hésitez pas, je pourrais partager les liens. Là, du coup, je vous ai mis Manifesten et le collectif du 5 novembre, bien sûr. Et c'est vrai que je reparlais du livre de Victor Collet, du taudis Airbnb. Le sous-titre, d'ailleurs, je crois que c'est Petite histoire des luttes urbaines. Voilà. Et donc, son livre est intéressant parce qu'il justement, il reprend un peu l'historique, en tout cas ces dernières années, de tous ces collectifs et de tous les modes opératoires parfois qui vont de la manif à l'occupation, à ce name and shame, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est rare de mettre ces propriétaires qui sont souvent dans l'ombre. Là, ils sont allés mettre leur tête, quoi. Et je crois que Mehdi Guenouni, qui habite à Paris, a vu ces affiches fleurir dans sa rue à Paris. Il n'a pas du tout aimé. Incroyable. Donc, visiblement, ces collectifs ont pris le TGV et sont montés à Paris. Mais voilà, il y a plein de modes opératoires pour se faire entendre sur le logement. Au Pays Basque, ils avaient des actions extrêmement drôles, très, très, catchy aussi pour les médias. Il y avait une propriétaire qui avait loué tellement cher alors que c'était dans l'arrière-pays de Pays Basque, ils ont dit c'est comme si c'était au bord de la mer. Donc, ils ont déboulé à 20 avec des bouées, avec des transats et du sable. Donc, c'était assez drôle. Voilà, Alda, c'est un collectif qui a aussi renouvelé les luttes pour le logement et qui a donné plein de façons d'agir, plein d'exemples. Ils ont essaimé un peu en Bretagne. Ils sont aussi en breton. Donc c'est drôle de voir c'est Alda, tu les connais? Alda, A-L-D-A. Et j'avais fait un papier l'an dernier. On peut retrouver. Voilà, c'est vraiment un collectif qui, pour moi,
a été le plus efficace sur les questions du logement, quoi. Parce que on sait que la loi Airbnb, en fait, c'est eux derrière, parce que s'ils n'avaient pas mené toutes leurs actions, il y aurait sans doute pas eu cette loi. Ils parlent aussi d'encadrement des loyers, ils parlent des résidences secondaires, pourquoi il faut taxer plus les résidences secondaires, mais avec des modes opératoires très, très drôles, très innovants. Ils font aussi de l'aide juridictionnelle parce que parfois les locataires sont très démunis face. On n'en a pas parlé, mais c'est très dur de se retourner contre son Ouais. propriétaire. Soit on ne connaît pas bien le droit, soit on se dit qu'on va être expulsé. Donc les rapports de force sont quand même très inégaux. Et Alda fait. Ouais, voilà, ils font de la veille et de l'assistance auprès des locataires. C'est intéressant. Je vous ai envoyé du coup ton Ouais. article sur cette lutte joyeuse. Ouais, c'est très joyeux, c'est très drôle. Ils avaient occupé, alors ça c'était plutôt le le parti basque, Etxebai. Ils avaient occupé la résidence secondaire de Bruno Le Maire. Ils s'étaient montés sur son toit pour enlever les tuiles, pour justement, alors que la question était débattue de plafonner la fiscalité des résidences secondaires. Du coup, ils avaient une image très concrète, c'est qu'ils étaient en direct avec Bercy quand Bruno Le Maire était encore là. Ils disaient bon, bah, on continue à enlever les tuiles ou alors vous, vous allez légiférer. Bon, c'était assez drôle. Donc ces collectifs ont participé à la dénonciation de ces agissements. Est-ce que tu as pu avoir leur ressenti pendant le procès ou après le procès? Est-ce qu'ils étaient un peu satisfaits ou pas trop? C'est J'aurais parlé un tout petit peu à la sortie du procès. On attend le délibéré, hein, donc ce sera le 2 février. Hem, pour ce que j'ai pu entendre, c'est toujours frustrant parce que là, c'était circonscrit à quelques faits. Mmh. Encore une fois, il y a pas toutes les qualifications pénales, sur, la mise en danger, de la vie d'autrui. Voilà, ce que j'entends aussi, c'est que la mairie, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On s'attaque à 4 propriétaires, mais Mmh. derrière, est-ce que ça va vraiment suivre? Voilà, je pense que je reprendrai la température, quand, on aura la décision en février, En quoi. février, Voilà, OK. ouais. De toute façon, on va suivre, pour les municipales. Ça va être intéressant. Ça tombe bien que tu parles de municipales. Alors, j'allais demander donc les enjeux avec les municipales qui arrivent. C'est Satrape dans le chat qui avait peur que ça soit uniquement un enjeu électoraliste, ce procès un peu à la veille de la campagne. Euh, Quelle est ton analyse, toi, sur les prochaines municipales? Est-ce que, comme c'est aussi dit pas mal dans le chat, ça sera comme à New York, au centre des discussions, puisque ça touche au cœur Mmh. tous les gens de pouvoir juste se loger? Mmh. C'est vrai que on se dit que Mamdani à New York a vraiment, capitalisé sur cette question du mal logement et notamment, parce que jusque-là les démocrates, à New York avaient été au contraire, très, très, très prudents pour à peu près les mêmes raisons qu'en France d'ailleurs. C'est que, propriété privée, bon par ailleurs, les démocrates étaient aussi, il y a un enjeu de financement de Ouais. campagne, c'est-à-dire que le secteur immobilier les a complètement arrosés de financement, donc c'est toujours plus dur après de légiférer. Nous, on n'a pas exactement ces mêmes thématiques, mais en tout cas, je pense que la gauche va regarder un peu ce qu'a fait Mamdani au niveau local. C'est des questions qu'on va se poser pour ces municipales. Il y a plusieurs sujets, hein. Il y a évidemment les locations, type Airbnb, mais il y a aussi le logement social, parce qu'il y a encore plein de mairies, qui ne respectent pas la loi, qui veulent pas de logements sociaux. Il y a aussi des mairies qui ça a été, avec la dissolution, de l'Assemblée, la loi a été, finalement, pour l'instant rangée dans un tiroir, mais elle va revenir. Il y a l'idée de redonner la main aux maires sur l'attribution des logements sociaux, ce qui pourrait aussi ouvrir la voie à un clientélisme, dont on pensait s'être Ouais. débarrassé. Donc c'est quand même des sujets assez compliqués. Il y a aussi la question de l'artificialisation des terres, c'est-à-dire que en fait, il y a aussi des maires qui autorisent, la création de zones pavillonnaires et qui font que leur ville s'étend ad vitam, que ça pose des énormes questions écologiques. Tout ça au nom de la crise du logement, alors qu'en réalité, on Il y a a des des logements, finalement. centres-villes. Ouais, puis on a des centres-villes, surtout dans des petites communes qui, au contraire, sont complètement désertées, avec des logements qui ne sont pas réhabilités. Donc c'est vraiment un non-sens.
Voilà, donc on va regarder de très près, ouais, comment tout ça est mis en avant ou pas, dans cette campagne municipale. Moi, je pense que sur Airbnb, là, les maires vont plutôt communiquer, en tout cas ceux qui ont envie de faire des choses et ils étaient nombreux, dans les zones touristiques, dans les métropoles, donc ça je pense qu'il va y avoir des campagnes, fortes là-dessus. Moins sur l'artificialisation des terres parce que ça, c'est un outil tellement facile, quoi. Donc voilà, on va regarder de près. Mais oui, oui, puis on verra peut-être, pourquoi pas la réquisition, hein. On va voir est-ce que des maires vont parler de réquisition dans cette campagne des municipales? Ce serait intéressant. En tout Ça cas, serait politiquement, intéressant. on l'a Bah, pas beaucoup surtout entendu. que les chiffres que tu donnais pour Marseille montrent que peut-être sans réquisition, il y a juste les gens vont finir par déserter Marseille, en fait, s'ils trouvent aucun logement à louer. Ben oui, alors ça, il faudrait regarder la population marseillaise. On l'a vu à Paris, la population à Paris a diminué et par ailleurs ne cesse de vieillir puisque les gens qui ont des enfants, bah, c'est juste Ouais. pas. Et on va regarder ce qui se passe à Marseille, mais oui, oui, je pense qu'ils sont déjà un peu dans cette situation limite, quoi. Ouais, ouais. Marseille est-elle la plus grande ville de France? Je crois que tu es de parti pris. On n'a pas dit que tu étais marseillaise. Non. Mais les gens qui m'ont entendu dire peu cher se sont peut-être doutés. D'accord, tu t'es grillée. Dévoilée. Je regarde si je trouve des chiffres sur une éventuelle baisse. Malgré le Ah, statut de Marseille en tant que deuxième plus grande ville de France, elle ouais. a connu un déclin de la population inattendu de 1% au cours du dernier Ah, demi-siècle. C'est demi-siècle. assez Ah oui, c'est énorme. un peu long, ouais. Ouais. Faudrait regarder. Alors, Bon, parce en qu'après, il y a eu l'arrivée des 2022, Parisiens, je sais ouais, pas. Ça compte. oui, bon, à voir. À voir, à voir. Ouais. En tout cas, si tous ces sujets vous intéressent, on n'a pas fait trop la promo, mais il y a la newsletter écologie. Je vous envoie le lien. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Eh ben, ouais, c'est une newsletter, qu'on fait tous les 15 jours, au pôle écologie. Moi, j'y parle, pas rarement de logement, mais parfois pour tout ce qui touche, oui, aux questions de rénovation énergétique, d'adaptation des villes, et cetera, au changement climatique. Mais globalement, c'est l'occasion, ouais, ouais, de reprendre un peu tous les articles qu'on publie, sous quinzaine. Avec donc Jade Lingard, Amélie Poinceau et Mickaël Correa. Euh, je suis toujours en train de chercher. Ah, voilà, la périphérie de Marseille-Croix, son Ah, centre se dépeuple. voilà, Et ça, d'accord. c'était en 2016 chez Mars Actu. Ok. Donc, Ah oui, je donc pense ça pas que date un peu. ça Il date faudrait encore. voir depuis Aubagne. Ouais, bah, on Bon, va regarder. on va chercher en tout cas. Oui. Merci pour cette question. C'est vrai que c'est assez pertinent, mais souvenez-vous plus haut, on vous envoyait le rapport de l'INSEE qui prouve que dans le centre-ville, c'est 3 logements sur 4 qui appartiennent à des multipropriétaires. Hmm. Et puis bon, comme il y a eu un boom en fait aussi, il y a eu une forte attractivité de Marseille avec le Covid, d'investisseurs. Je sais pas. Je sais pas, oui, peut-être que Ouais, maintenant il y a plein de ça fausse Parisiens. les chiffres, hein. Ouais, il faudrait voir. Ouais. Bon, bref. Donc, Mm. désolé, on n'aura pas la réponse Mm. précise ce Non. soir sur Marseille. Est-ce que tu veux nous parler de tes rococultures? Ah oui, oulala. Et puis rapidement, parce que je vais bientôt devoir partir. Oui, alors. Sachant qu'il y en a 2 et qu'on en a déjà un peu parlé de Victor Collet. Donc, Ok, très bien. Et ben alors non, moi je voulais vous conseiller un documentaire extraordinaire qui est encore en salle, qui s'appelle Soundtrack for a Coup d'État et qui retrace en fait euh, à la fois l'assassinat de Lumumba, pourquoi des jazzmen américains ont été enrôlés plus ou moins par la CIA pour faire la com de la CIA au moment des indépendances en Afrique et donc là au Congo. C'est vraiment un documentaire, alors je trouve formellement très original. Il y a un montage lié à la musique, il y a des archives assez extraordinaires. Donc ça, c'est sur la forme. C'est vraiment un film musical aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de musique. C'est très rythmé. Le montage est très, très innovant. Et sur le fond, on apprend aussi plein de choses
qui entourent l'assassinat de Lumumba, dont on savait évidemment que la CIA était derrière. Mais là, on voit notamment le rôle de l'ONU, du représentant suédois, qui joue un jeu très très dangereux et des archives vraiment assez stupéfiantes de témoignages de mercenaires qui racontent avoir participé à la chute de Lumumba. Et très 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 beau film. Ça peut être ça, un film politique. Formellement, on sort un peu des formes parfois très attendues de ce type de documentaire historique. Là, on est vraiment sur quelque chose de radical et très très enthousiasmant. Voilà. Donc ça, c'est ma première. Est-ce que j'en avais une deuxième? Ah oui. Mais écoute, ça donne envie en tout cas. Ah ouais, non, vraiment, courez-y. Il a été, je crois qu'il est plus sur Arte, parce qu'à un moment, il avait été sur Arte. Faut vérifier. Je crois Peut-être qu'il que est tant qu'il est plus. en salle, il Ouais, est... et vraiment, je le conseille en salle, parce que c'est un très, très beau... on découvre des personnages dans l'entourage de Lumumba, qui est vraiment une figure charismatique, mais en fait, son entourage était aussi très, très intéressant. On a des archives de Nina Simone qui se retrouvent justement, malgré elle, un peu utilisées par la CIA. Ils s'en sont rendus compte après. Enfin, c'est vraiment une histoire assez passionnante. Donc, En tout cas, il y a Romanal qui l'a vu, qui dit incroyable ce film. La BE est folle. Ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu long, mais c'est trop, trop bien. Et en plus, il y avait Christiane Taubira juste derrière moi au ciné. Ah, Voilà. alors ça, c'est pas mange garanti pas de pain, oui. à chaque séance. Mais oui, je suis d'accord. Là, voilà, vraiment, la BO est effectivement extraordinaire. Khrouchtchev est un peu, c'est l'ambiance guerre froide, donc Khrouchtchev apparaît comme le très gentil du film. Mais bon, ça parle de décolonisation et effectivement, à ce moment-là, l'URSS avait un discours assez séquent là-dessus. Et Voilà. ta deuxième reco, on en a déjà un peu parlé, c'est Victor Collet. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un sociologue qui lui-même est proche aussi des collectifs marseillais. Et sans qui, d'ailleurs, je pense Complément d'enquête aurait pas pu, même je sais, aurait pas pu faire son reportage sur le fameux propriétaire qui dit c'est Marseille bébé et je suis dans l'illégalité totale. Victor Collet, ça a été un peu un lanceur d'alerte quand même sur ces sujets-là. Et son livre est intéressant parce que il retrace à travers l'histoire des luttes de ces collectifs la façon dont Marseille a été profondément transformée en quelques années. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent bien la ville, c'est plus la même qu'il y a 15 ans, quoi. Tout à fait. Et voilà. Ça, je te laisserai peut-être plus le dire. Mais en tout cas, là, on a les clés. On a beaucoup de clés pour comprendre ce qui s'est passé en coulisses, quoi. C'est-à-dire, ces investisseurs qui ont été attirés et comment on est passé du taudis à Airbnb, même s'il y a encore des Airbnb taudis. Ça, c'est un peu le... Oui, c'est ça. c'est qu'en fait, certains Airbnb sont toujours des taudis. On n'en sort jamais, oui. Ouais, c'est qu'en fait, on rénove pas des immeubles en mettant 3 coups de peinture, quoi. Mais donc voilà, non, c'est vrai que c'est un livre très, très utile quand on travaille sur les questions de mal logement et tout ça. Et Marseille a quand même une histoire singulière qui retrace très bien. Ouais. Alors, des petites blagues sur la séance cinéma avec Christiane Taubira dans le chat. C'est quoi les blagues? J'ai pas vu. C'est pour savoir si Romanol faisait du bruit avec son sachet de bonbons pendant le film et si ça la dérangeait. Ah ouais. Je voulais vous dire alors, bien sûr, vous pouvez vous abonner, mais ça vous le savez, avec l'offre 1 mois pour Twitch. Et j'en profite pour les personnes qui ont un peu de budget pour vous envoyer les abonnements à prix réduit, qui sont souvent les avocados. Comme ça, vous avez le lien dans le chat. En tout cas, merci beaucoup aussi pour ta présence ce soir sur ce sujet important qui nous concerne tous et qui me tient à cœur parce que c'est Marseille. Merci à toi. Terence, d'ailleurs, te remercie. Merci à Lucie pour sa présence ce soir et ses excellents articles. Merci aussi à toutes les personnes dans le chat pour vos questions, vos témoignages et vos remarques et de participer à cette communauté qui est
tellement agréable, il faut le dire. Hein. C'est vraiment 0 ban, c'est même pas un message supprimé en 2 heures. Là, il y a quoi? Qu'est-ce que je vous dis? Vous retrouvez Os Politique vendredi de 10h à midi et moi avec un ou une invitée surprise lundi prochain à 18h. C'est juste que j'ai pas encore calé, j'attendais de voir un peu l'actu, mais il y aura bien un abonnez-vous matin vendredi et un abonnez-vous soir lundi prochain. Avant qu'on se quitte, je vais lancer un raid pour que vous puissiez continuer votre soirée et je vous propose, je vois que le Moicast est en train de streamer. Alors, c'est parti. La Mediapart finale, c'est ça Satrap, ouais, j'ai complètement lâché l'affaire sur ce sujet. Je vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve lundi prochain. Vous retrouvez bien sûr le replay sur YouTube dès demain et sur Twitch, ça vous le savez, dès ce soir. Bonne soirée et ne partez pas avant le raid.